Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode de notre cycle de conférences Meetup Inspiring Leaders, qui nous a déjà vu recevoir pour la conférence de rentrée Raphaël Enthoven, et plus récemment recevoir aussi Guillaume Gibaud, fondateur du Slip français, et Eric Epp, ancien numéro 2 du RAID. Aujourd'hui, dans le cadre de ce cycle de conférences, nous allons recevoir un entrepreneur atypique qui est issu d'une classe préparatoire ECS à Versailles, qui a intégré HEC il y a quelques années, qui va d'ailleurs en être diplômé cette année. Il a créé Major Prépa il y a 5 ans, alors qu'il était encore étudiant en classe préparatoire. Il a lancé d'autres structures et le magazine Le Major, que certains d'entre vous connaissent, il y a 3 ans. Aujourd'hui, CEO du groupe 2Empower, regroupant de nombreuses activités dans le monde de l'éducation. Il a su, avec ses différentes activités, ringardiser les pourtant modernes forums Internet, sur lesquels nombre d'étudiants se renseignaient au milieu des années 2000 sur les grandes écoles. Il a aussi et surtout révolutionné les codes de la presse spécialisée pour étudiants, dans un secteur qui comptait des acteurs, pour ne pas dire des mastodontes d'ailleurs, pour certains ancrés depuis longtemps, entre autres l'étudiant, Studirama, Espace Prépa, et certains d'entre eux aujourd'hui se retrouvent en difficulté, entre autres en concurrence frontale avec Mehdi Cornillet, fondateur de Major Prépa, de Up to School et de 2Empower, que je vous demande d'accueillir s'il vous plaît. Merci Mehdi. Pour interviewer Mehdi ce soir, nous avons aussi deux de vos camarades qui sont actuellement en deuxième année, qui ont, si on m'entend bien, pardon, qui ont aussi également fait la team admissible. Certains d'entre vous les ont vus pendant le concours. Je vous demande aussi d'accueillir Romain Vismara et Aude Willem. Alors Mehdi va nous présenter et vous présenter rapidement son activité. Nous laisserons ensuite la parole à nos deux étudiants pour l'interviewer. Je vais me mettre debout, ce sera peut-être plus clair. Du coup, bonsoir à tous. J'ai une présentation un peu flatteuse de Romain. Je vais vous présenter aussi ce qu'on fait. Donc, alors, il y a une semaine, j'ai changé le nom de ma boîte en 2Empower parce qu'on a de l'éducation, mais pas que. Salut Bastien. Du coup, en fait, de base, on a le groupe il s'appelle, enfin, on a créé, j'ai créé le site Major Prépa en mai 2014. J'ai été étudiant en deuxième année, et après, je crois qu'on reviendra sur la raison précise pour laquelle j'ai créé ça. Donc aujourd'hui, c'est un groupe qui est composé donc de Major Prépa et du Major, qui sont des médias sites web pour Major Prépa et magazine print pour le Major, qui sont aujourd'hui les deux médias leaders pour les étudiants en prépa. Ensuite, j'ai lancé le site Business School qui s'attelle plutôt à traiter de l'actualité des grandes écoles de commerce, mais aussi de l'actualité business cool, comme son super jeu de mots l'indique. Et enfin, on a créé Major Bac parce que s'il y a 10 000 prépas HEC par an, 80, 100 000 étudiants en école de commerce, le bac a des enjeux beaucoup plus importants parce que 700 à 800 000 personnes le passent par an. Et on voulait aussi garder notre ligne éditoriale entre guillemets d'excellence, d'orientation vers les prépas et vers les grandes écoles dès le niveau bac, d'où Major Bac. Mais depuis cette année, notre groupe s'enrichit de plateformes et je vais vous dire peut-être pendant la conférence pourquoi un média aujourd'hui doit aussi s'enrichir de plateformes pour capter plus de valeur. Donc Up to School, c'est notre plateforme qui aujourd'hui ne fait que de l'orientation des étudiants vers les grandes écoles, mais qui par la suite préparera aussi les étudiants gratuitement, totalement gratuitement, au concours de ces grandes écoles. Donc pour les prépas économiques et commerciales, c'est une préparation qui sera complémentaire à celle des professeurs en classe préparatoire. Tandis que pour les autres concours, le but c'est d'être 100% autosuffisant et on pourra préparer le bac dessus, on pourra préparer le TAJMAJ, le TOEIC, le TOEFL et même le permis de conduire d'ici 2 ans, on l'espère. Donc on lance plein de travaux en ce sens. Et enfin, la dernière plateforme, Up2Finance, qui est un nom horrible, c'est un nom de projet provisoire, mais tout sera remis au goût du jour par la suite. Et qui est une plateforme, alors cette année, vous avez peut-être pu simuler vos frais de scolarité dessus, vos frais de vie, etc. Mais l'objectif à terme, c'est de pouvoir devenir un courtier en prêt étudiant pour aussi, en lien avec Up to School, montrer que financer une grande école, c'est la chose la plus rentable que vous puissiez faire entre vos 18 et 23 ans, et que, ou peut-être 24-25 ans, c'est ST2 qui ont un peu de mal. Voilà. Mais, désolé. Mais voilà, le but, c'est vraiment de démocratiser l'accès aux grandes écoles à travers aussi la levée de la problématique du financement qui, chez certaines couches sociales dont je fais partie, est primordiale. En fait, aujourd'hui, on a une vision qui est très claire, qui repose sur 3 grands principes. La première, c'est l'égalité des chances dans l'accès aux grandes écoles. C'est-à-dire que je ne supporte pas de voir que pour des concours AST, on est obligé de payer des prépas privés pour préparer les concours. Parce que le principe du concours, c'est un principe méritocratique et non hiérarchique. Et aujourd'hui, lorsqu'on doit se sortir des centaines d'euros pour acheter sa prépa privée,
en vue de réussir un concours, on se trompe de concept et un concours de grande école doit être un concours méritocratique. Donc on oriente les étudiants que vers des écoles de la conférence des grandes écoles. Donc exit toutes les pubs que vous pouvez voir en 4e de couve de l'étudiant avec des écoles pourries qui ne payent pas de profs, pas de campus, mais qui peuvent payer des pubs à l'étudiant. Exit aussi le contenu où on va vous dire vous avez ce contenu gratuit, mais si vous voulez avoir accès à plus de contenu de préparation, c'est payant. Sur Major Prépa, vous avez peut-être pu le voir, on demande à aucun moment de vous inscrire. Vous pouvez avoir accès à tout gratuitement. On a un modèle open source. On a fait un WordPress, on aurait pu faire un Wikimedia. Donc on a vraiment choisi d'être le plus open possible. Et aussi, il y a cette question d'inégalité qui est à la fois sociale, parce qu'on ne peut pas payer cet accès aux grandes écoles, mais aussi géographique. C'est-à-dire que si vous êtes à Tarbes, vous n'avez pas de prépa de chez vous. Alors j'espère que personne ne vient de Tarbes et que je pense personne, mais si vous venez de petites villes françaises, provinciales, où l'enseignement supérieur, ou même vos proviseurs ne font pas forcément de contact au lycée avec ce qu'est une grande école, avec les prépas, souvent vous êtes complètement perdu et vous ne savez pas que vous pouvez aller non pas à l'université du coin, mais viser une grande école. Et ça, c'est archi important dans l'optique d'orientation, sachant qu'aujourd'hui, tous les supports internet existants vont aussi bien mélanger des grandes écoles comme BSB avec des écoles de piètre niveau. Et pour l'étudiant lambda, c'est très dur de se renseigner. Et c'était très dur pour moi. Voilà. Ensuite, deuxième idée, c'est de viser l'excellence dans le contenu. C'est-à-dire que lorsqu'on produit un article, une vidéo, etc., quand on a des rédacteurs, c'est des rédacteurs qui ont cartonné dans leur discipline au concours. Et quelle que soit l'école intégrée. On a des rédacteurs qui ont intégré parfois les 5 dernières écoles du CIGEM, mais qui ont un axe très fort en géopolitique, en culture générale. Et c'est pas un souci, on est ouvert à tous les types de rédacteurs, tant que le niveau est très bon et que les conseils sont pertinents. Donc un concours, c'est plus de 18 de moyenne aux épreuves, et donc ça permet d'avoir des étudiants qui donnent des conseils qui soient pertinents et qui manifestent une réelle maîtrise des épreuves au concours. Ensuite, les canaux utilisés par nos audiences, c'est l'ensemble des réseaux sociaux. Nous, quand on était arrivé en 2014-2015, notre principale concurrence sur la prépa n'avait même pas de page Facebook. Or, c'était l'année où tout le monde passait par Facebook pour se renseigner. Je ne sais pas si c'est forcément le cas chez tout le monde aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est plus sur Instagram et d'autres médias aussi. Mais à l'époque, c'était le cas. Et enfin, notre motivation, c'est d'avoir un réel impact positif. C'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin, mon objectif, c'est pas de me lever en disant j'ai vendu tel contrat à telle école, aujourd'hui je vais faire du sale, je vais faire un super chiffre d'affaires. Non, ce que je veux, c'est vraiment me dire je me lève le matin, je fais un truc qui me fait kiffer, et quand je rentre chez moi le soir, je me dis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas j'ai fait tel devis, j'ai fait tel truc. C'est il y a eu X milliers d'utilisateurs qui sont allés sur nos sites, qui ont préparé tel quiz. Et ça, c'est vraiment ce qui nous motive tous en interne, et notamment quand je recrute, c'est la première motivation. Si quelqu'un dans un entretien d'embauche chez moi dit que la principale motivation, c'est faire en sorte que To Empower fasse 100 millions de chiffre d'affaires, les personnes sautent. C'est vraiment pas notre objectif. Et donc tout ça, ça nourrit une vision qui est celle que pour nous, une entreprise n'est pas une structure qui doit avoir pour objectif le profit pur. Le profit, c'est bien, ça permet de grandir plus vite, ça permet d'investir dans des projets. Et nous, on investit à la fois dans notre croissance, mais aussi dans un projet de développement par le sport en Afrique. Et donc, on est le sponsor de l'Up to School Palmier Cycling Project. C'est un projet qu'on finance à hauteur de plusieurs dizaines de dizaines de milliers d'euros par an, millions peut-être un jour, et qui vise à Palmier, donc c'est une ville au Togo qui a plusieurs centaines de milliers d'habitants, à promouvoir l'effort éducatif par le sport. Et donc, on s'en sert un peu de carotte. Et là, pour la rentrée, on a fait une distribution de fournitures auprès de 3000 enfants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, au Togo, l'école n'est déjà pas gratuite. Donc, pour les parents, payer 50 € l'année l'école, c'est super cher. Et de l'autre côté, il y a des jeunes enfants qui arrivent et qui n'ont même pas de cahier, même pas de stylo pour écrire. Et donc, nous, on s'attelle à se dire, voilà, quand je vends une page de pub à votre école, ça peut aider 500 gamins là-bas. Et ça, c'est énorme. Donc ça, c'est un engagement qui est vraiment fort. Et qu'on met pas forcément en avant vers les clients, et je pense que personne ne le savait parmi vous, mais c'est un engagement qui en interne dans la structure est vraiment important. Et l'an passé, on a pu aider de manière très partielle 5000 enfants, et de manière quasiment totale 1000 enfants. Et quand on dit de manière quasiment totale, c'est leur payer tous leurs cahiers, leur acheter des chaussures à la rentrée, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent. Et au Togo, en fait, aujourd'hui, quand vous avez 10 ans, travailler à l'école ne vous semble pas utile, parce que vous voyez ceux qui ont 18 ans qui galèrent après le bac à ne rien faire. Donc directement, les parents envoient leurs enfants dans des chandriers, etc. Et l'objectif qu'on a, c'est vraiment de se dire, mais en fait, avec pour ceux qui connaissent Amandine du 38, je ne sais pas si c'est une référence trop passée, mais avec 50 € là-bas, vous connaissez les bails, certains et d'autres, tant pis, vous n'avez pas la référence, vous demanderez à vos potes. Mais en fait, c'est con, mais avec 3 fois rien ici, on peut avoir un impact de dingue là-bas. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Donc voilà, après,
pense que je dois revenir à la présentation globale. Voilà. Merci Mehdi pour cette belle présentation. Avant de donner la parole à nos étudiants qui vont donc interviewer Mehdi, je vous rappelle que vous avez vous aussi la salle La Parole. Vous pouvez vous connecter directement donc sur le slide.do avec le code hashtag Mehdi_BSB. Donc vous pouvez directement vous y connecter avec votre téléphone. C'est moi qui vais recevoir en direct vos questions et donc qui les poserai à Mehdi. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient une interrogation qui ne sera pas reprise, ne vous inquiétez pas, nous prendrons également le temps à la fin de donner les micros à la salle. Et donc, il n'y aura pas de frustration. Vous pourrez poser toutes vos questions à notre invité du jour. Dernière information, si vous souhaitez revivre la conférence, vous pouvez également retrouver le tournage, la vidéo, sur la page Facebook de l'école. Du coup, Mehdi, on a quelques questions pour toi. La première, c'est pour toi, Major Prépa, c'est quoi en description Twitter? La référence des prépas. Voilà. C'est efficace. Ouais, 140 signes, faut aller vite, quoi. Et donc, tu as créé ça quand tu étais en prépa. Oui. Et qu'est-ce qui a déclenché au final ton envie de changer les choses dans le secteur des médias, prépa, grandes écoles? En fait, de base, j'avais créé Major Prépa parce que on passe des entretiens, vous avez tous passé, et je voulais montrer que j'étais fan d'Internet, sauf que j'avais des sites qui étaient pas montrables, tout simplement. Donc je devais avoir un truc qui pouvait être puissant. Alors là, j'aurais qui se disent, c'était quoi comme genre de site? C'était juste des sites de jeux, des trucs comme ça, mais c'est pas un truc qui fait sérieux en entretien, quoi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, il y a un truc à faire sur la prépa, et je me suis dit, tiens, mais sur la prépa, qu'est-ce qui manque? Je voyais tous les médias, l'étudiant, Studyrama, qui en fait n'avaient que du contenu fait par des journalistes, et qui n'étaient pas des contenus de gens qui étaient passés par l'épreuve des concours. Et je me suis dit, mais il manque un truc dans ce monde de médias-là. Et quitte à créer un site qui serait prêt pour les oraux, autant que je fasse un site sur ce que je maîtrise, à savoir la prépa. Et du coup, en une nuit, j'ai fait le site sur WordPress. C'est super pratique, c'est rapide, ça coûte pas cher. Et très vite, j'ai créé plein de contenu. J'ai monté une équipe avec des potes de prépa. Et c'est parti super vite. Dès les 15 premiers jours, on avait déjà un rythme de visite mensuel à 10 000 visites par mois, ce qui était l'équivalent de meilleur site avant. Donc en fait, dès le début, il y avait un besoin. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer, du coup, après les entretiens, à aller sur Major Prépa. Et donc à me dire, tiens, il y a peut-être un positionnement différent à prendre. Sinon, tu es à HEC en ce moment. T'as bientôt ton diplôme. Et puis, on se demandait comment tu fais pour gérer à la fois tes études à HEC et la création d'une entreprise. Du coup, j'ai fini mon mémoire et tout, donc depuis juin dernier. Donc du coup, là, je suis en attente de mon diplôme, mais bon, j'en ai fini du coup avec cette phase très scolaire d'alterner cours et études. Alors, déjà en école, il y a différents choix qu'on peut faire. On a ses cours et là, c'est pas un choix. Et on a énormément de temps libre. Et de son temps libre, on peut avoir différentes options. Soit on fait des assos. J'étais dans une asso, mais ça me plaisait. J'étais dans l'asso qui accueille les étudiants internationaux, mais ça me plaisait pas à fond. Je me disais, passer ma vie à optimiser des supports de communication pour accueillir des étrangers, en fait, je faisais un peu le taf de l'administration et ça me saoulait, quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai mon projet Major Prépa, et à l'époque, j'avais une entreprise qui faisait de l'import de chargeurs solaires et de batteries externes, que j'avais commencé en première année de prépa, et qui en fait, c'était une boîte où j'allais sur Alibaba, que j'avais commandé plein d'échantillons, et je distribuais ça, et déjà en B2C, parce que, en fait, le B2B, déjà en B2B, pardon, parce que du coup, vendre des chargeurs à 20 € pour avoir un mec qui 6 mois après disait mon chargeur est en panne, trop chiant, alors que vendre à une organisation, c'était plus sympa. Et ça, c'était mon business de base. Donc je m'étais dit, tiens, je vais déjà remplacer l'assaut par continuer de faire Major Prépa, plus avoir mon entreprise de chargeurs solaires et de batteries externes. Et du coup, j'ai eu un fournisseur chinois qui était excellent, mais qui est sorti du marché. Et je me suis dit, j'ai la flemme de chercher un autre fournisseur. Major Prépa, c'est cool parce que le monde du média, c'est un monde que j'apprécie. Je trouvais ça super intéressant d'écrire et de se dire, ouais, j'ai créé un truc depuis ma chambre en caleçon dans mon lit, il y a 2000 personnes qui le lisent derrière. Je trouvais ça incroyable. Et du coup, j'ai continué à bosser sur Major Prépa avec pour objectif de me former au SEO, donc référencement sur Google, et aussi à bien gérer les réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, les concurrents n'étaient pas sur Instagram, n'étaient pas sur, nous on n'a pas été sur Instagram jusqu'à récemment aussi, mais n'étaient pas sur les réseaux sociaux, n'étaient pas sur Twitter, n'étaient pas sur Facebook. Notre principal concurrent, comme j'ai dit, n'avait pas de page Facebook, ce qui était un truc quand même assez ouf pour le prépa que j'étais à l'époque. J'allais sur Facebook H24 et tout le monde allait sur Facebook H24.
et je me suis dit qu'il y avait une aubaine pour aider les étudiants et me former moi-même. Donc voilà. Et ensuite, je crois que j'ai un peu oublié la question. je divague. Comment, Mehdi, tu as fait pour t'organiser? Ah oui, putain, mais je suis complètement parti à côté du truc, quoi. En fait, j'ai trop dans les questions de l'interview tout à l'heure que j'ai eu avant là. Et du coup, non, bah en fait pour s'organiser, bah du coup j'ai mis de côté les assos et tout le temps que je pouvais faire. Enfin voilà, c'est-à-dire que je faisais très peu de soirées. Enfin, je vais vous dire un truc qui est flippant, mais en deuxième année d'école, sur toute l'année, j'ai dû faire, en comptant le nouvel an, 4 soirées en une année. Parce que j'étais motivé et si vous lisez des biographies de vrais entrepreneurs, enfin genre d'Elon Musk, de Peter Thiel, etc. Bah il faut faire des choix et le choix que j'avais fait c'est pas d'assaut, pas de soirée, à fond dans le bise. Voilà. Et, euh, et du coup, bah les cours je les gérais bien. Enfin j'ai pas eu de rattrapage à HEC. J'avais des bons mémoires. J'ai rendu un peu en retard, ce qui a rendu fou mes maîtres de mémoire, mais maître de mémoire qui était d'ailleurs l'ancien DG de Lyon, Bernard Beltante. Voilà, avec le réseau ça peut aider. Et du coup, j'étais vraiment dans un mood où je vivais pour mage en prépa. Et il n'y avait même pas de business à l'époque. Hein. À l'époque, on avait des bannières Google Ads et c'était 2000 € de chiffre d'affaires. Mais j'étais à fond dedans. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans. Quoi. Donc voilà, sacrifice. Ouais, voilà. Et donc, tu as fait un passage à la station F pour ton incubation. Qu'est-ce que ça t'a apporté exactement? Bah déjà, quand j'invitais les clients à Station F, c'était la folie. Enfin, c'est-à-dire que, je sais pas, Sandrine, je t'avais déjà invité à Station F, je crois. Donc Sandrine qui pilote la com, vous la connaissez. Et du coup, bah, déjà pour les clients, ça faisait un peu un effet waouh. C'est vraiment pas le projet qui est piloté par Mehdi et Dimitri dans leur chambre d'adolescents depuis leur campus, mais ça crédibilisait le projet. Et surtout, l'avantage indéniable, c'était que c'était des locaux pas chers. Enfin, c'était vraiment le truc. Après, l'écosystème, nous, on essaie de se mettre un petit peu de biais parce que, étant média jeune, beaucoup de startups à Station F sont des produits B2C qui visent des jeunes. Et donc, on était harcelés H24 par des gens qui voulaient dire est-ce que sur Major Prépa, on peut faire la pub pour mon super casque anti-bruit? On était là, ça nous saoulait. Et du coup, c'était nos bureaux, on avait nos premiers stagiaires là-bas. Mais en revanche, Dimitri et moi, on essayait de ne pas forcément être beaucoup présent la journée parce qu'on était souvent par des clients, des rédacteurs aussi, des prépas tout simplement. Et on a travaillé plus le matin et le soir pour éviter les heures de grande affluence et le harcèlement par des startups, d'autres startups. Et du coup, ta jeunesse pour toi, c'est plutôt un atout ou un frein quand tu t'es lancé? C'est un atout parce que du coup, comme on a une vision assez radicale et opposée aux autres médias, c'est-à-dire que chez nous, vous n'allez pas avoir de pub pour Sport Management School, pour la OLR ou pour des écoles qui ne sont pas reconnues et qui vont dépenser à fond, bah, ça a toujours été un atout parce qu'on pouvait vraiment avoir un discours très cash. Aujourd'hui, on continue à avoir ce discours très cash, mais ça peut froisser des susceptibilité en mode vous manquez de professionnalisme. Ce matin, une anecdote, j'ai eu quelqu'un d'une agence qui travaille pour un groupe d'écoles privées dont la première lettre est I, la deuxième G, troisième S. Donc voilà, vous pouvez très chercher. Et qui me dit, qui s'écharpe avec moi parce que je refuse de travailler avec ce genre de structure qui promet des écoles mais qui sont de piètre niveau où il vaut mieux chercher passer par un IUT, avoir un BTS plutôt que d'aller dans ce genre de structure. Et du coup, quand on leur rappelle nos visions radicales en mode non, je ne travaille pas avec toi, et rien que de dire non, je ne travaille pas avec toi, juste que je n'ai pas envie de vendre ces conneries-là, on utilise le fait d'être jeune, effectivement, parce que ça nous permet de dire des trucs comme ça, mais derrière, ils nous disent mais vous n'êtes pas pro, etc. En fait, ça permet d'avoir une vision plus radicale et de pouvoir toujours s'excuser sur la jeunesse. Et ça, c'est génial quand même. Parce que ils disent ouais, mais ils n'ont pas d'expérience, ils sont quand même mignons ces petits jeunes à dire ça. Alors pour autant, il y a une vision qui est très radicale de ce que doit être un média d'orientation et un média qui ne va pas mettre en avant ces écoles qui ont le plus d'argent parce qu'elles n'investissent pas dans des campus, dans de la recherche, dans des profs, etc. Mais qui investissent dans la pub. Et ça, c'est vraiment une vision qu'on tient à garder. Et la jeunesse nous permet d'être vus par certains autres acteurs à pouvoir dire ça sans qu'ils nous disent ah mais ils sont vraiment trop bizarres. Tu vois. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais... Voilà. Et quand tu t'es lancé, quelle a été la réaction de tes profs de prépa, tes concurrents en quelque sorte de concours? Ah, mais prof de prépa? Bah, prof de prépa, ils étaient en mode trop cool, mais bon, tu vas lâcher l'histoire dans deux mois, comme tous ceux qui se disent la prépa c'est trop bien à la fin de la prépa et qui rentrent en école. Après, les concurrents, on les voyait pas trop au début. Ouais. Enfin, on avait un concurrent qui s'appelait Espace Prépa, avec qui on a toujours eu des relations cordiales. Donc là, pour le coup, c'était. Quand on est apparu, en même temps, on n'avait pas le même créneau. C'est-à-dire que eux, c'était vraiment le média qui parlait aux profs et aux services de communication des écoles, alors que nous, on avait pris l'inverse en prenant le biais étudiant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de contenu académique dessus et tout. Donc finalement, on était complémentaires et on n'a jamais eu vraiment de problème avec eux. Enfin...
Puis depuis que tu t'es lancé, tu as forcément eu des moments de doute à un moment donné, je sais pas. Comment tu as fait pour les dépasser et qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-dedans, on va dire? Bon, je vais avoir une réponse un peu bizarre, mais et c'est ce que je dis dans la vidéo. En fait, enfin, on n'a jamais douté avec Dimitri, qui est mon associé qui m'a rejoint un an après. C'est-à-dire qu'on avait notre vision et qu'on était. C'est-à-dire que c'était pas notre vie. On était étudiants, on vivait dans un campus, enfin on vivait dans nos campus, donc moi j'étais boursier. Mes frais de vie étaient largement recouverts par mes bourses et je me suis jamais dit ouais, est-ce que j'arrête pas. Enfin, je voyais le trafic qui prenait. Puis après, une fois qu'on avait un trafic de dingue, c'était le chiffre d'affaires qui prenait. Et en fait, on n'a jamais vraiment eu de doute à se dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. On a toujours été sur notre train de lancer parce parce qu'on travaillait vraiment à fond. Et T'as toujours foncé en fait. ouais, on a toujours foncé. Et c'est aussi un conseil que je donnerais à pas mal d'étudiants, c'est-à-dire que moi j'ai pas mal de potes de promo qui vont faire des concours de pitch, des trucs comme ça. Enfin, je vais pas dénigrer ceux qui vont des concours de pitch, c'est très bien, mais derrière, c'est des gens qui aiment bien l'aspect théâtral, qui s'expriment très bien, certainement beaucoup mieux que moi, mais qui derrière n'étaient pas des workaholics. Et du coup, enfin avec Dimitri, on était vraiment les mains dans le cambouis, on travaillait à fond, à fond, à fond, et on n'a jamais vraiment douté parce que en fait, on voyait une aubaine de marché. On se disait ouais, c'est ouf parce qu'on arrive à concilier nos valeurs et faire du business en même temps et pouvoir en vivre. Et du coup, on a toujours foncé à fond. Et on a, enfin, on a jamais eu de moment de doute. On s'est dit tiens, quel business model adopter, etc. Mais on s'est toujours dit que ça allait marcher et on s'est toujours donné les moyens parce qu'en se disant, on se disait que si on doutait, bah c'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait et qu'on se pose des questions alors qu'on devrait foncer. Et on a toujours foncé. Donc pour le coup, mais c'est au prix de travail et de pas aller en soirée, de pas faire d'assaut, etc. Voilà. Mehdi, tu as évoqué tout à l'heure tes concurrents et puis aussi ton approche radicale et ta jeunesse. Effectivement, ton principal concurrent de l'époque, tu l'as dit à juste titre, n'avait même pas de page Facebook. Aujourd'hui, tu lances Majorback. Et donc, on a la salle qui pose une question aussi qui touche peut-être au public visé par Majorback. Est-ce que tu envisages de lancer une chaîne YouTube de soutien scolaire comme d'autres ont pu le faire, type Les Bons Profs ou l'Anti-Sèche? Les bons profs fait déjà un très bon travail sur le bac. Donc, si on veut se lancer sur ce marché-là, il faudra qu'on soit aussi bon qu'eux. Et donc, ça nécessite en interne que nos équipes, parce que du coup, maintenant on est une dizaine de salariés, et ça nécessite que nos équipes soient vraiment prêtes à faire ces contenus-là très, très qualitatifs. Après, Majorback, en fait, vous avez fait de la stratégie, j'imagine, où vous savez ce que c'est un océan bleu, océan rouge. La prépa, c'est un océan bleu. Il n'y a pas grand monde. Ça fait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Hein. La prépa, pour nous, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, la prépa. Et on ne fera pas 5 millions d'euros avec. C'est un marché petit, limité. Le bac, il y a 80 fois plus de personnes qui passent chaque année le bac. 80 fois plus de personnes qui passent le bac que de personnes qui passent le concours BCE ou ICRICOM. Et du coup, c'est un marché qui est beaucoup plus gros et donc sur lequel les exigences pour percer sont bien plus importantes. Et du coup, pour Majorback, on a une stratégie qui est celle d'être à fond sur Instagram, là où les bons profs, etc., où les étudiants vont être pas mal absents. On est à fond sur Instagram, donc on a franchi les 5000 abonnés ce matin, on est vraiment à fond dessus. Et c'est un marché qui est beaucoup plus dur et beaucoup plus exigeant. Et donc là, Majorback, on a la devise du site, c'est le site pour ceux qui visent la mention très bien. Parce que on se dit il faut prendre le haut du marché. Alors bien évidemment, tout le monde ne peut pas viser la mention très bien, même si ça devient de plus en plus facile au fil des ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui aurait une mention bien en 2014, aujourd'hui, il aurait une mention très bien, parce que ça s'est démocratisé. Enfin, moi, j'ai passé le bac en 2012, je me souviens, il y avait 7% de mention très bien. Aujourd'hui, on est plutôt à 20%. Donc, en gros, c'est le mention très bien de l'époque. Aujourd'hui, ça fait très bien. Et on prend cet axe de marché-là parce que c'est des gens qui, après, pour intégrer le pipe des prépas sur Major Prépa, on a aussi un site qui s'appelle Major Prépa Ingé, qui est un peu moins développé, mais les ingés, il y a 2 fois plus de prépa que de prépa commerce. Et donc, Majorback, c'est aussi un moyen de toucher cette audience, de lui dire tu peux faire une grande école, mais en amont et en prenant ce public d'ambitieux. Et d'ailleurs, on a déjà réservé le nom de domaine Major Brevet aussi pour se dire tiens, peut-être qu'un jour, on se développera sur la niche du collège et ceux qui voudront avoir le brevet avec mention très bien. Même moi, je l'ai pas eu, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce sera plus simple. Voilà. Merci Mehdi. Et pour revenir à Major Prépa, toujours quand tu t'es lancé, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais aimé avoir de la part de, je sais pas, ton école ou c'était en l'occurrence la prépa Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas d'écouter trop de conseils. C'est paradoxal, mais il faut se lancer vraiment à fond. Et il y en a beaucoup qui, notamment à Station F, étaient là à passer leur vie en rendez-vous avec des mentors, etc. Et si c'est ce qui intéresse des personnes d'avoir des mentors, etc., Station F, c'était un lieu génial parce qu'il y a des mentors partout. On peut prendre des créneaux. On pourrait passer sa journée à avoir des mentors différents. Mais ce qu'à l'époque, j'aurais aimé peut-être ne pas forcément faire,
c'est de pas forcément lire 10 bouquins business peut-être pas par mois, mais je devais, je sais pas, en lire au moins un par semaine. Et c'est très bien, c'est une belle vision du business, mais j'ai peut-être perdu du temps alors que j'aurais dû foncer peut-être plus vite. Et du coup, le conseil que je pourrais donner, c'est les conseils, c'est bien, mais le business, c'est pas une science dure. C'est pas vrai ou faux comme en maths. Le business, il y a tellement de chemins pour arriver là où vous pouvez arriver que c'est pas. Enfin, votre mentor, il peut très bien avoir tort de manière totale. Et pour autant, il a réussi. Enfin, par exemple, nous, on avait vu un mentor qui nous disait mais vous, je comprends vraiment pas pourquoi vous faites du gratuit, les prépas. Vous regardez aujourd'hui, vous faites, à l'époque, on faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Vous faites 150 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes monopolistique sur la prépa, vous pourriez facturer 10 euros par mois les prépas, continuer à avoir un modèle d'annonceur, vous mettez cette plateforme-là en ligne, ça vous coûterait 50 000 euros par une agence, etc. C'est peut-être vrai, et si on voulait, et ça aurait peut-être marché, mais c'était pas la réponse qui nous correspondait. Et du coup, à s'abreuver de conseils, on peut se perdre, à se poser des questions stratégiques qui n'ont pas lieu d'être. Et le conseil que j'aurais à apporter, c'est il faut écouter certains mentors, etc. Oui, mais pas passer sa vie à le faire parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent leur temps à se dire à chercher de l'info, chercher des conseils et du coup à perdre de vue que ce qui fait la réussite d'une boîte, c'est d'exécuter et pas forcément de se dire comment faire, mais de faire, de se tromper, de faire, de se tromper et de faire jusqu'à qu'on le fasse bien. On va un peu parler du passage de Major Prépa à To Empower. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la stratégie marketing que tu as utilisée depuis le lancement de Major Prépa? Alors, sur Major Prépa, premier truc que j'ai fait quand j'ai créé Major Prépa, c'est lancer la page Facebook. C'était l'époque où l'algorithme de Facebook était différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, Facebook se disait j'ai des sites qui font des articles vers qui j'envoie plein de trafic. Du coup, ces sites vont publier encore plus d'articles intéressants pour mon audience sur Facebook. Et donc, je vais être un hub d'information pour mes utilisateurs. Du coup, Facebook a prospéré dessus parce qu'en plus, ça permettait de voir, tiens, les utilisateurs ont cliqué sur tel site, donc ça nourrissait leurs audiences publicitaires. Et à l'époque, c'est l'époque des BuzzFeed, des Minute Buzz qui avaient encore des sites internet à l'époque. Depuis, Facebook est revenu dessus et c'est plus un réseau où il veut mettre en avant l'interaction avec vos amis. Facebook se dit si j'envoie des gens sur un site extérieur, du coup je perds mon audience et donc je veux que les gens restent chez moi parce que s'ils restent chez moi qui scrollent, ça fait plus de recettes publicitaires et donc dans cette logique de croissance, Facebook est différent. Et du coup, au début, c'était vraiment Facebook à fond. Et par exemple, pour pouvoir avoir accès aux interprétations de rang, il fallait liker la page Facebook. Il y avait des stratégies de like gate. Et donc ça, c'était un des petits hacks de croissance qu'on a fait, qui était que vous vouliez voir vos interprétations de rang, il fallait liker la page Facebook. Et pas moyen de ne pas le faire. Et donc très vite, les communautés ont explosé à l'époque parce qu'il fallait faire ça. Et après, comme c'était des prépas qui avaient liké parce qu'ils voulaient voir leur rang, ils voulaient voir leur interprétation de rang, et forcément, quand on publiait d'autres articles à la prépa, ça a explosé. Ça nous a permis, peut-être un an après le lancement, de faire 100 000 visites par mois uniquement via les réseaux sociaux. Ensuite, le problème de Facebook, c'est que vous mettez un article, il va être dans le newsfeed de plein de gens, mais après, il va disparaître. Or, de l'autre côté, il y a le SEO. Google, vous lui envoyez un article, il ne va pas vous envoyer de trafic au début parce que votre article ne va pas ranker. En revanche, sur le long terme, c'est une machine de guerre parce que vous gagnez des positions et vous mettez sur les requêtes que les gens tapent. Et du coup, on a eu un relais progressif du marketing digital via Facebook au marketing digital via Google. Aujourd'hui, vous tapez n'importe quel terme lié à la prépa, il y a 3 chances sur 4 que Major Prépa soit en premier ou deuxième résultat. Vous pouvez faire les démonstrations depuis votre téléphone, vous pouvez cliquer aussi sur Major Prépa si vous voulez, c'est un bon signal sur Google. Mais on s'est vraiment adapté. Facebook nous met de dingue au début, on y allait à fond. Ensuite, Google est arrivé. Enfin, Google existait déjà, mais on a utilisé Google à fond. Et aujourd'hui, le truc qu'on développe à fond, c'est Instagram. Parce que Instagram, il y a peu de médias qui ont plus de 10 000 followers sur Instagram. Or, quand vous avez 10 000 followers, vous avez le swipe up. Le swipe up, c'est un truc qui est incroyable en termes pour un média. C'est que vous pouvez du coup rediriger votre audience vers votre site depuis la story. Et donc ça, l'an passé, on s'est dit, on fait un seul truc sur Instagram, on vise les 10 000 followers. Donc on a fait des concours, on a fait des tonnes de trucs. On a même fait des trucs qui ont été répliqués dans la journée par un concurrent. On parlera peut-être ça tout à l'heure, mais bon, voilà. Et le truc, c'est qu'on a vraiment tout fait à fond pour ces 10 000 followers. Maintenant, on les a sur Major Prépa. On en a 12 000. Et du coup, Major Prépa, l'Instagram de Major Prépa devient un canal d'acquisition de trafic colossal pour nous aussi. Donc, et c'est ce qui permet de nourrir la croissance. Et aujourd'hui, Major Prépa, sur les mois creux, on est à peu près 300 000 visites, 300 000 sessions. Et sur les mois pleins, on est plus à 500, 600 000. Et on est toujours en croissance parce qu'on regarde toujours des aubaines, on ne s'est pas référencé, on regarde ce qu'on fait des concurrents sur la prépa, on a lancé nos classements de prépa, on a lancé des plateformes
où vous pouvez vous taper le nom d'un lycée puis d'une prépa. Là, c'est notre gros levier de croissance à venir. On n'a toujours pas fait de page adaptée à chaque prépa. Donc là, on va mettre des descriptions, etc. On va mettre le nombre de mots nécessaires pour ranker sur Google et que vous tapez, je sais pas, lycée Chateaubriand, Rennes, prépa, vous tombez sur Major Prépa. Donc ça, c'est le but et c'est ce qu'on fera cette année pour encore avoir de la croissance. Donc la nouvelle identité, c'est To Empower. Pourquoi, d'où ça vient ce Alors, nom du coup, comme vous l'avez peut-être vu, nos activités dépassent le monde uniquement éducation. Voilà, sur Business School, on s'est dit qu'on allait aussi traiter des thématiques de business sympathiques parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les médias business, il y a Challenge, Capital, Les Échos. C'est pas les thématiques business qui font kiffer, tout simplement. Et du coup, on prend cet axe-là aussi. Et le but, c'est aussi de ne plus être school, uniquement school, mais d'accompagner l'étudiant. Enfin, c'est bête, mais nous, on vieillit aussi. On se rend compte qu'il y a peut-être des besoins qui sont des besoins liés à la même audience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes étudiant en école, mais dans 10 ans, ce dont vous aurez besoin, c'est peut-être d'un prêt immobilier pour acheter votre premier appart ou votre première maison. Et on s'est dit, mais c'est ouf parce que aujourd'hui, on voit par exemple les courtiers en prêt étudiant, ça rapporterait rien. Donc il y avait qu'un seul type qui essaye, il a fermé sa boîte parce que ça rapporte rien. Sauf que si ton étudiant, tu le gardes dans le pipe sur la durée pendant 10 ans, peut-être que ton étudiant, quand il pensera à son prêt immobilier, et en plus c'était son courtier, tu gardes des relations avec lui. Et donc quand il sera diplômé, qu'il va acheter son appartement à Paris, Marseille, etc., aujourd'hui les seuls primo-accédants dans le marché immobilier, c'est des jeunes qui sortent de grandes écoles, ou presque. Et c'est une très grosse partie du marché. Or, aujourd'hui, Meilleur va dépenser des fortunes dans le métro pour essayer de toucher ces gens-là. Nous, on a eu ces gens-là à une époque. Donc on se dit, il faut déjà qu'on prépare en amont toute une stratégie qui vise à remonter ces chaînes de valeur et d'être un groupe étudiant d'un groupe de médias étudiants qui non seulement est crédible sur son marché étudiant, mais qui aille vraiment chercher de la valeur ailleurs. L'intermédiation d'un prêt à 500 000 euros, c'est 5 000 euros de commission. C'est énorme. Or, aujourd'hui, les groupes de médias étudiants, les groupes de plateformes de préparation au concours type Cartable et autres trucs, c'est 9 euros par mois. 9 euros par mois sur l'année terminale, c'est 90 euros. C'est rien. Donc en plus, d'une part, c'est discriminant pour l'étudiant en amont de l'école. D'autre part, tu t'associes pas à sa réussite. Alors que si nous, un étudiant qu'on va chercher au bac, on lui fait intégrer une grande école, on lui fait prendre déjà son premier prêt parce qu'en plus ça coûte trop rien, les taux sont ridiculement bas. Aujourd'hui, il vaut même mieux prendre son prêt étudiant et investir sur les marchés financiers plutôt que de rembourser en anticipation tellement les taux sont bas et tellement les taux que vous pouvez trouver sur des placements même sûrs, sur de l'assurance vie, avec même des rendements qui sont quasi négatifs, c'est toujours supérieur au taux d'un prêt étudiant. Donc aujourd'hui, remboursez pas votre prêt étudiant par anticipation, hein. Investissez sur les marchés, il y a hiatus et vous gagnez de l'argent comme ça. Et du coup, il y a des aubaines qui sont sur ces marchés-là, sur lesquels on se dit, mais en fait, si on devient une boîte qui accompagne vers l'emploi, donc on a des projets en ce sens-là, vers le volet financier, et on pourrait avoir la force de frappe d'un groupe financier et en ayant comme canal d'acquisition l'étudiant. Et en gardant ces valeurs-là gratuites, de permettre à un maximum de gens d'intégrer des grandes écoles. Et du coup, c'est un business model qu'on est en train de mettre en place et qui vise à terme à se dire, on prend les moyens de là où il y a vraiment du cash, et le cash, c'est pas les médias. Vous prenez l'étudiant, c'est 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Studyrama, c'est 25 millions de chiffre d'affaires. C'est des nains économiques. C'est des tout petits acteurs qui sont très connus, mais c'est des purs nains économiques. To Empower, c'est 1 million de chiffre d'affaires l'an passé. C'est un nain économique, c'est rien du tout. Alors que derrière, il y a des marchés sur lesquels vous allez être ciblés, vous êtes des clients sur lesquels il y a des enjeux bien plus importants. Et nous, si on peut permettre à plus de personnes de se dire, je vais faire une grande école, comme moi, moi je suis né à Trappes, mes parents, mon père c'est même pas lire français, mon père il a même pas eu son CAP, grande école, je suis tombé un peu par hasard, par chance. Mais il y a plein de jeunes qui sont comme moi, nés dans des banlieues, etc., qui n'ont pas cette chance-là et qui pourtant auraient la capacité de réussir dedans. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut les accompagner en investissant entre guillemets sur l'étudiant très tôt, en lui disant bah non, va pas faire cette école de merde, il y a des grandes écoles qui t'attendent, il y a une vraie vision derrière, et on peut l'accompagner jusqu'à l'emmener vers des secteurs qui sont vraiment rémunérateurs et utiliser cet argent-là pour investir dans l'éducation, etc., et avoir une sorte de cercle vertueux. Et ça, c'est notre stratégie à moyen terme. Et du coup, l'idée, c'est qu'on ne veut pas garder le nom d'entreprise Major Prépa ou Up to School pour faire ça. Quand on accompagne un étudiant et qu'on va voir des banques, quand on va voir des entreprises qui veulent travailler leur marque employeur, tu t'appelles Up to School, c'est ridicule. Tu t'appelles Major Prépa, on ne recrute pas de prépa. Et donc, d'où la nécessité d'avoir cette idée-là qui est aussi de permettre de suivre l'étudiant et cette notion d'empowerment qu'on voulait mettre dans le nom. Comme pas traduction française, Romain disait l'empuissancement, mais ce serait très moche. Du coup, on s'est dit, on regarde ce nom-là. Et puis le 2, c'est la référence à Up to School et qu'on a voulu garder. Et du coup, le To Empower était bien parce que ça correspond vraiment à l'idée qu'on veut côté B2C, de permettre aux utilisateurs de ne pas avoir à payer pour réussir, de ne pas avoir à payer pour aller en grande école. Voilà. Mehdi, tu parles justement de croissance, de nouvelles activités. Qui dit croissance dit aussi embaucher, dit manager. Alors, pour reprendre une question de la salle aussi, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer combien de personnes aujourd'hui tu as dans l'entreprise, combien de personnes tu manages,
et comment aussi, comme jeune diplômé, comme jeune entrepreneur, on se positionne et on acquiert une légitimité en manageant des gens parfois plus âgés. Ouais, bah, du coup, au début, on a eu un écueil qui était de recruter que des très jeunes. On s'est dit, on a 22-23 ans, les seuls gens qu'on pourrait manager, c'est des gens qui sont plus jeunes que nous. Parce qu'on se dit, si quelqu'un a 30 ans, il ne nous écouterait pas. Et on a fait une grossière erreur en prenant en premier junior des sorties d'école. Parce que au tout début, c'est pas une bonne chose. Parce que certes, on se sent légitime, mais je dirais que en fait, ce qui fait grossir une boîte du stade fondateur plus stagiaire à aujourd'hui, donc on est 13 temps plein. Et on recrute la 14e personne parce que le chiffre 13 c'est pas un chiffre porte-bonheur comme le disait Romain tout à l'heure. Et voilà. Bon, c'est pas pour ça qu'on recrute hein, d'ailleurs, mais bon, voilà, on a besoin. Mais en fait, au début, la voie la plus simple, c'est de dire je prends des stagiaires, stagiaires quand t'as pas l'argent, t'es obligé. Mais tu prends stagiaires, alternants et très juniors parce que c'est le moins cher. Mais en fait, c'est une grosse erreur. On s'est dit non, on veut recruter des gens qui ont tous au moins 5 ans d'expérience parce qu'ils savent déjà faire. Et eux, on va pas les micromanager. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses à faire. Le premier employé que j'ai pris, j'ai passé des tonnes d'heures à la former. En plus, ça va marcher. Et en plus, je me dis, j'ai pas le temps déjà, moi, de gérer tout ce que je dois faire. Donc, je prends quelqu'un pour ça. Et en plus, pendant les 2-3 premiers mois, si je dois en plus la former, bah, en fait, ça devient contre-productif à court terme. Ce qui est terrible pour une boîte en croissance. Parce que si une boîte en pleine croissance est contre-productive à court terme, bah, ça bloque la croissance. Et du coup, aujourd'hui, on recrute quasiment que des... En fait, c'est des seniors pour nous, mais ils ont entre 28 et 35. Mais pour nous, c'est des profils seniors, mais qu'on paye une blinde par contre. On les paye super cher, mais c'est des gens qui ont de l'expérience et qui nous aident qui adorent le projet, qui adorent l'idée d'être sur ces business models-là, mais qui sont tellement plus simples à gérer. Enfin, on apprend toujours d'eux. Et moi, je veux arriver dans une boîte où je suis limite le seul mec à pas savoir faire tout ce que tout le monde fait. Parce que le rôle d'un dirigeant d'entreprise, c'est pas de savoir tout faire et d'être dans une position verticale où tout remonte vers lui et de manière où l'organisation est top-down comme le diraient les managers anglophones. Mais le but c'est que il y a moi j'ai mes 6, je sais pas comment dire ça, mais mes 6 levels, machin chose, CEO, CPO, CTO, et chacun est une énorme brute dans son domaine et me permet de pas passer de temps dessus parce que c'est des gens qui sont incroyables, que je paye super cher, mais qui sont géniaux. Ça me fait gagner énormément de temps. Et donc vraiment, le secret, c'est vraiment de s'entourer de profils qui sont plus vieux que soi, qui ont une expérience de dingue et les incorporer. Alors ça change une culture d'entreprise. Hein. Quand la culture d'entreprise, c'est de base de discussion, c'était viens à FIFA qui est le meilleur, ah lol, ton gosse il a eu un rhume, etc. Enfin bref, c'est pas très drôle d'ailleurs. Mais ça change complètement une boîte, mais c'est nécessaire. Et ça vraiment, entourez-vous, enfin ceux qui créent des boîtes, si vous arrivez à avoir très rapidement, si vous levez des fonds, payez-vous des profils seniors. Ou si vous réussissez à percer sans lever de fonds, prenez vraiment des profils qui ont 30 ans. Enfin, nous, l'âge d'or, c'est 28 ans. 28 ans, ils ont 5 ans d'expérience en général, ils ont fait bac plus 5. Et ils sont pas trop chers, parce que c'est quand même important dans une boîte de contrôler le niveau salarial. Et ils ont une expérience de dingue, et ils sont très frais dans leur tête, très jeunes. Et ça, c'est le meilleur âge c'est l'âge qu'on adore, 28 ans. Merci Mehdi. Alors, pas pour te charrier, mais on t'a souvent dit que tu parlais très vite. Un peu. Et tu évoques justement le recrutement de personnes un peu plus âgées que toi qui n'ont peut-être pas cette habitude d'entendre ce débit de parole. Comment tu fais pour les manager et pour être sûr que tu es bien compris? Non, ça va, ils sont habitués. Ils étaient déjà comme ça, c'est un critère d'embauche. Non, je rigole. non, mais par contre, c'est vrai que dans la boîte, tout va très très vite. Et dans les réunions, j'ai toujours ce débit-là. C'est-à-dire que tout doit aller très très vite. Parce que c'est bête, mais si on parle très lentement, vous allez me prendre pour un psychopathe, je pense, mais en une demi-heure, vous pouvez dire ce que d'autres disent en une heure. Donc parler vite, c'est comme un avantage de dingue. Et par contre, avantage concurrentiel. Ouais, c'est un avantage concurrentiel. Non, mais c'est vraiment bête. Mais dans la boîte, c'est vrai que tout le monde parle assez vite. Tout le monde va me le reprocher un peu, mais ça file quoi. Genre, c'est plaisant. Enfin, je sais pas. Merci. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de stratégie à moyen terme. Comment tu verrais 2Empower dans 10 ans? Je le vois vraiment comme un leader européen, voire mondial, parce qu'en fait en France le problème c'est qu'on se limite beaucoup. C'est-à-dire que même quand en tant qu'étudiant on se dit je vais faire qu'un projet à je sais pas combien de chiffre d'affaires, et on se donne des barrières très fortes. Et alors oui, 2Empower c'est pas Tesla, c'est pas SpaceX, c'est pas Facebook, on en est très conscient. Néanmoins, l'ambition et ce que je dis à mes équipes, c'est de rêver très haut, et peut-être que si je dis demain on va être le leader français en médias étudiants,
C'est quoi? Ce serait une boîte qui aurait un impact de manière assez limitée sur un pan de la vie et qui s'inscrit dans des business models qui existent déjà. Une boîte, je sais pas, qui ferait 35 millions de chiffre d'affaires, 35 millions d'euros, c'est-à-dire qu'en éducation, tu peux investir 5-6 millions d'euros par an, c'est pas énorme. Alors que si on se dit, demain, on va être le leader mondial de l'orientation vers les meilleures universités au monde, vers les meilleures grandes écoles, permettre à tous les gains, demain, mon rêve, c'est que ceux qui sont à Palimé là puissent candidater à Harvard. C'est très con, mais je kifferais de ouf qu'il y ait un jeune là qui soit Palimé et qui finisse dans une Ivy League ou dans une grande école française. Ce serait incroyable. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire au niveau mondial. Et donc, en se donnant les moyens, en n'étant pas purement éducation, en donnant une boîte énorme, dans l'éducation, au lieu d'être un pur petit player de niche, peut-être, alors on ne sera pas Netflix, investir 16 milliards dans les contenus par an, mais on pourra investir beaucoup plus et avoir un impact beaucoup plus grand. Et c'est vraiment l'idée de se dire que business et sens ne sont pas complètement opposés. Et aujourd'hui, notamment dans une grande école comme BSB, on vous apprend à faire du business, mais à trouver du sens aussi. Et c'est vraiment important parce que ça vous motive beaucoup plus au quotidien. Enfin, mes équipes, dans l'exécution, c'est une pure exécution de business. Entre ce que fait un salarié chez moi et un salarié dans un grand groupe média français, il y a très peu de différence. En revanche, la raison pour laquelle tu te lèves le matin n'est pas la même. Et ça, c'est quand même un truc qui est plaisant. Et derrière, en étant une entreprise aussi du monde de la finance, en étant une entreprise du monde de l'emploi, et c'est là qu'on peut avoir un impact bien plus fort et pouvoir aller dans ce monde de l'éducation qui est un monde assez réduit en France en termes de taille de marché, mais sur lesquels il y a tant de choses à faire. Et c'est un vecteur d'acquisition pour d'autres business et pour aussi permettre de tout empower les gens. Enfin, c'est con, mais c'est aussi le nom de la boîte, quoi. Voilà. Et au final, tu vois pas juste To Empower, mais les médias étudiants en général, comment tu les vois dans 10 ans? En fait, aujourd'hui, ces médias-là sont à l'article d'un grand changement. Je ne sais pas si vous avez vu, l'étudiant récemment a connu une grande transformation. Son actionnaire majoritaire s'est dit moi, j'ai plus envie d'être l'étudiant classique, donc un média print qui est très présent dans les lycées, avec les proviseurs. Mais donc Marc Lefeur, qui était l'actionnaire, qui a revendu ça à Comexposium, qui est une boîte qui fait de l'événementiel, s'est dit c'est simple, j'ai une boîte. Une boîte aujourd'hui, elle est valorisée comment? Par multiple d'EBITDA quand elle est rentable. Et du coup, il a voulu juste maximiser son multiple d'EBITDA. Donc il n'y a pas forcément de vision derrière, si c'est une vision très capitaliste des choses, et il a très bien le droit d'avoir cette vision. C'est la vision qu'ont 95% des gérants de fonds et des personnes sur le marché. Mais je pense que cette vision-là est très réductrice parce qu'elle force l'étudiant du coup à se concentrer sur sa rentabilité à court terme, quitte à se priver d'actifs stratégiques à long terme. Donc de l'autre côté, on a Studyrama qui suit un peu le même modèle, c'est-à-dire faire des salons, ne pas forcément investir dans le contenu académique. C'est des médias de l'éducation et ce qui est oufissime, vraiment, je ne comprenais pas quand j'arrive sur le marché, de me dire c'est de l'éducation qui investissent peanuts dans le contenu académique. Je trouvais ça incroyable. Je me suis dit tiens, du coup je vais faire un média étudiant qui ne va faire que du contenu académique. C'était ma genre prépa au début. Parce que l'étudiant, il vient pourquoi? Pour avoir du contenu académique aussi. Pour parler au recteur, pour parler aux directions des communications, etc. C'est très bien. Mais pour faire de la lecture et pour aller au-delà de l'aide et pas juste dire les sujets probables du bac en sortant la même soupe chaque année et en faisant un clic, pour aider vraiment l'étudiant, c'est de faire du contenu académique de haute qualité. Et je pense que ces médias-là n'ont pas cette culture-là. Ils n'ont pas cette culture aussi de lancer d'autres choses. En fait, je pense qu'il y a un média étudiant qui a peut-être percé dans les 10 années à venir. C'est peut-être le Figaro étudiant qui a compris très rapidement que la valeur ajoutée d'un étudiant n'est pas uniquement au niveau d'un média, mais qui est une politique d'acquisition assez forte. Où du coup, ils vont se dire tiens, peut-être partenariat avec des plateformes en ligne, etc. Et je pense que c'est peut-être la boîte qui a le mieux cette vision parce qu'ils l'ont déjà fait dans le monde de l'emploi avec Cadre Emploi qu'ils ont racheté. Ils ont racheté Viadeo pour 1 million d'euros à la barre, ça valait plus rien parce que c'était en faillite. Et ils ont cette vision-là qui est très bien exécutée, je trouve. Mais après le reste, je n'ai pas d'idée. Enfin, je pense que ça va. Enfin, notre but, c'est. Je vais pas dire. En fait, mais c'est terrible. Bon, on est filmé, c'est pas grave. Mais notre but, c'est quand même de sortir du marché. Parce que on juge qu'ils font pas forcément bien les choses, qu'ils vont mettre en avant des écoles qui ne sont pas des grandes écoles. Et que moi, c'est un truc très con. Mais en terminale, j'étais en mode tiens, j'aime le sport, j'aime le business, je vais faire Sport Management School, qui est une école bien pourrie. Parce que j'ai eu ça en 4ème de couve d'un grand magazine étudiant qui s'appelle l'étudiant. Et du coup, j'allais vraiment faire cette école qui est une pure daube et qui recrute uniquement au niveau du portefeuille parce que je connaissais pas les écoles. Et moi, j'ai toujours cette envie de me dire le petit Mehdi qui a 16 ans en terminale se disait vas-y, faire Sport Management School, c'est trop le feu. Et j'ai plus envie qu'il y ait de petit Mehdi à 16 ans qui va finir par intégrer ce genre de trucs. Et c'est ce qui nous motive aussi. Et je pense que voilà, en se donnant les moyens
par d'autres moyens, en passant par la finance, l'emploi, on réussira cette vision-là qui est vraiment celle ancrée dans ce qu'on fait à Twomper. Et maintenant que tu es diplômé, comment tu fais pour rester légitime auprès de ta communauté? Bah, en fait, c'est une vraie question parce que forcément, je serai moins en contact avec des étudiants parce que j'irai pas voir mes potes étudiants tous les jours. Donc, c'est une vraie question qu'on s'est posée. Et donc, on a renforcé les équipes de rédaction. On a en interne 2 personnes qui passent leur vie à n'être qu'avec des rédacteurs étudiants et avec des étudiants parce que bah, du coup, c'est nécessaire. En revanche, le problème qui a pu être identifié par le passé, c'est Amédi, t'es un influenceur. Genre, j'ai même vu des communiqués de presse avec, je sais pas, il parlait de la communication dans le supérieur et il y avait un encart sur moi, l'influenceur. J'étais là, mais je suis pas un influenceur, je suis pas là en mode, hey, coucou, aujourd'hui je suis à BSB ou fan visite. Je suis pas du tout comme ça. Moi, mon but, c'est d'avoir cette vision-là et c'est pas d'animer un compte Instagram. Et du coup, pour avoir cette vision-là, bah, je dois ne plus être vu comme un influenceur. Mais je dois prendre de la hauteur, aller avec des partenaires, etc. Parce que cette vision-là, elle ne sera pas réelle si je passe ma vie à parler avec des étudiants. Et je prends des gens qui feront ça très bien. Je devrais toujours être proche du marché, mais je pense avoir un avantage concurrentiel versus des cinquantenaires ou soixantenaires qui dirigent une boîte dans l'éducation. Après, ce qui est vraiment essentiel et ce qu'on fait nous, c'est qu'on rencontre toujours un maximum d'étudiants. C'est-à-dire que, on les voit, et quand je dis ça, c'est pas en mode on prend un café par mois avec un étudiant random, oh super, on parle avec des étudiants. Non, c'est vraiment, nous on a à cœur, on les invite dans nos locaux, les prépas ils viennent dans nos bureaux à Versailles, ils font ce qu'ils veulent. Moi je suis très attaché à mon ancienne prépa, le lycée La Bruyère. Chaque année pour les euros, je donne des cours, je suis des étudiants à l'année et je garde cet attachement. Enfin, je collais en prépa quand j'avais encore le niveau en géopolitique pour le faire, maintenant j'ai plus tout. Mais je garde ce contact-là et c'est archi important. Ne serait-ce que par le truchement aussi des profs de prépa. Les profs de prépa nous suivent de plus en plus. Du coup, on rencontre leurs étudiants à travers le biais des professeurs. Comme ça, je vois pas que des étudiants de La Bruyère, là où j'étais dans la petite prépa à Versailles, mais aussi d'autres étudiants de Michelet, d'autres prépas. Et c'est archi important pour nous. Et ça, alors évidemment, je serais moins proche des étudiants, ça, je peux pas le nier, parce que n'importe quel type qui crée ce truc-là en étant étudiant, au bout d'un moment, on en sort. Mais pour construire une entreprise, il faut aussi se projeter sur des vrais business models à exécuter. Et pour le faire, je dois forcément m'éloigner un peu d'étudiants, ce qui est forcément le cas. Mais derrière, je me concentre sur le produit avec notre CPO, sur la tech avec notre CTO et sur tout ce qui permettra demain, petit site major pas dégueulasse que vous connaissez aujourd'hui, qui d'ailleurs, on avait changé le design, mais les gens avaient gueulé, ils disaient non mais c'est pas le vrai major, etc. Donc on a gardé ce design qui est horrible d'ailleurs, je trouve, mais qui est fonctionnel. Et on mettra le paquet sur les plateformes parce que c'est là qu'on crée de la valeur et c'est là qu'on veut attirer les étudiants vers les grandes écoles, quoi. Et quel regard tu portes sur les petits nouveaux comme Mister Prépa par exemple? Déjà, dans un marché, toute concurrence est positive parce que si vous êtes sur un marché en monopole, vous endormez. C'est ce qui est arrivé un concurrent historique qui s'appelle Espace Prépa, qui est depuis 85. Ils étaient seuls sur le marché. Du coup, quand on est seul sur un marché, et c'est le cas dans tous les marchés, regardez EDF en France dans les années 2000, etc. Quand on est seul sur ce marché, on n'innove pas, on ne se pose pas de questions. Du coup, quand on voit quelqu'un arriver, forcément on se pose des questions, on se dit tiens, quelle aubaine de marché a-t-il saisi, qu'est-ce qu'il a compris dans le marché que nous on n'aurait pas compris. Du coup on se pose des questions et aujourd'hui on se dit bon, il fait son petit truc, il fait ce qu'il veut, mais ça pousse vers le haut. Après, très honnêtement, on ne le voit pas comme une menace parce que y a des choses qui doivent être faites dans l'ordre. Nous par exemple, on avait fait du contenu étudiant, on avait attendu d'avoir quand j'ai eu pour la première fois, c'était Karim qui avait repéré Major Prépa je crois que c'est lui qui nous a mis en contact avec Sandrine et c'était le premier à faire une opération avec nous. Tous les étudiants connaissaient Major Prépa et nous on connaissait personne dans les écoles parce qu'on s'est dit ce qui permet à un média et un groupe comme nous d'être puissant, c'est d'avoir une vraie audience derrière. Et donc on avait très vite des offres en mode si notre article fait moins de lecture qu'Espace Prépa, si notre article fait si nos vidéos font moins de vues que le concurrent, on vous rembourse tout à 100%. Mais on n'avait aucun souci parce qu'on avait un coût par vue qui était 72 fois moins cher la première année par rapport au premier concurrent de marché. Alors au début on était vraiment pas cher aussi. Et aujourd'hui, en fait je vais être très transparent, hein. Au début il était venu nous voir, moi je lui ai dit tiens t'arrives sur le marché, super, mais sois pas cher si tu veux commencer. Et comme il a dû se dire c'est un concurrent qui me dit ça, du coup je vais prendre l'exact opposé, du coup il est même plus cher que nous avec une audience qui est peut-être 10 fois inférieure. Donc du coup malheureusement il s'est un peu brûlé les ailes et malheureusement pour lui les autres écoles ne vont pas re-signer. Alors que en fait quand tu arrives sur un marché, tu as un essai. Tu as ton essai, si tu le transformes, ça marche. BSB première année,
On avait notre premier essai, notre seul essai. Le but, c'était de gagner une place au CIGEM. Parce que c'est un concurrent historique. Et bah, on a nos audiences spécialisées, on a fait du marketing digital, mais de folie pour avoir le bon message au bon moment sur la bonne audience. Et bah, c'était gagnant. Et le lendemain du CIGEM, quand les gens avaient vu, ah tiens, BSB, c'est vrai que Major Prépa, on voyait beaucoup BSB, etc. Et bah, dans la foulée des résultats CIGEM, on avait 5 écoles qui, le lendemain même des résultats, nous avaient dit hey, bonjour, est-ce qu'on peut se voir, etc. Et c'est comme ça que ça a lancé le business. Parce que on avait montré qu'on était rentable, profitable pour une école et qu'on n'avait pas une démarche opportuniste au début. Et ça, c'est archi important. D'être expert et d'être rentable, profitable, d'avoir un vrai ROI. Et ça, c'est ce qui fait que dans un marché, on peut percer ou pas. Si demain, les banques qui travaillent avec nous se disent en fait, là, en passant, par exemple, dans 5 ans, si on fait du prêt immobilier, si Mirto.com leur assure, je sais pas, 10 000 prêts par an et que nous, on leur assure 5, on est nul. Donc, on sera sorti du marché. Et ça, c'est cette logique-là qu'on applique à tout ce qu'on fait. Et c'est la logique d'un marché concurrentiel. Donc c'est toujours, voilà, pas mettre la charrue avant les bœufs. Et les bœufs. Et d'être toujours, voilà, de faire les choses en son temps. Et malheureusement, faut pas se brûler les ailes trop tôt. Et d'ailleurs, si Benjamin écoute ça, je lui dirais de se concentrer sur le contenu, de faire une audience, de faire ce qu'on fait pas. Et comme c'est de la sorte, il pourra avoir une pérennité à long terme. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ce qu'il fait. Et il a aussi choisi d'avoir une approche très frontale avec nous. C'est-à-dire que nous, ça ne se passe pas au début, en public, on n'allait pas dire l'inverse. Lui, sur Twitter, il avait mis ah là, l'MDR, aujourd'hui, les gens lisent plus 100 pages. Non, là, c'est un magazine de 28 pages. Bah, très bien, sauf que tu vas dans un kiosque, est-ce que tu as un magazine de 28 pages? Non. Donc, du coup, t'inquiète, tu t'étouffes de mes propos. et du coup, il y a aussi des choses comme ça qui sont pas forcément très malines de sa part. Mais voilà, après, c'est le jeu de la concurrence. Et au début, on a été bien avec lui. Bah après, ce qui est sûr, c'est que maintenant, quand il a choisi une démarche frontale, on sera frontal avec lui. C'est le jeu. Et juste au niveau du nom, Mister, Major, Prépa, ça se ressent. En fait, je trouve ça archi incroyable de pouvoir s'appeler Mister Prépa en 2018 quand il y a tout MeToo, etc. Enfin, Mister, Miss, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Après, en tout cas, il avait sa chaîne YouTube depuis pas mal de temps, il a fait en 2016. Donc peut-être qu'à l'époque, si on était déjà connus. Mais enfin, je sais pas, après, il fait ce qu'il veut sur son nom. Enfin, je sais pas si tout le monde peut se reconnaître dans la figure du Mister. Dans la figure du Major, j'espère qu'il y a plusieurs qui se reconnaissent. Donc, en tout cas, je sais pas, je me suis pas posé de question. On voit ces dernières années que du coup, le marché des grandes écoles se concentre en France. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois l'évolution des grandes écoles en France? En fait, déjà, le marché des grandes écoles se concentre. Alors, oui et non, parce que tu as des grandes écoles comme Neomac, Edge, Schema qui sont des fusions qui vont avoir plus d'étudiants. Mais de l'autre côté, il y a d'autres écoles qui intègrent le Cénacle de la conférence des grandes écoles. Donc d'un côté, on a un marché qui, en termes d'étudiants, va se concentrer autour de quelques mastodontes. Et de l'autre, des nouvelles écoles qui peuvent revendiquer l'appellation grande école. Du coup, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où va la CGE. Si la CGE demain accepte encore d'autres grandes écoles, de commerce par exemple, le marché s'élargit. Tandis que si des grandes écoles se font absorber, se font etc. En fait, c'est un marché qui pourrait être très compliqué et j'arrive pas du tout à le voir. Enfin, il y a tellement d'enjeux de logique qui sont différentes. Enfin, c'est archi complexe à comprendre. Il y a 2 ans, on parlait d'une fusion EM Lyon-Grenoble. Aujourd'hui, rien. EM Lyon lève 100 millions d'euros. Pourquoi? Est-ce qu'ils vont racheter des petites écoles en difficulté? On ne sait pas. Et en fait, il y a peut-être que Stéphane doit savoir, pose-lui la question. Mais moi, je n'en sais rien. Et aussi, ce qui est excitant, c'est de se dire. En fait, les grandes écoles, notamment de management, c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution et c'est ça qui est passionnant aussi à suivre parce que demain, est-ce que dans 10 ans, Via Zurich sera encore indépendante? On n'en sait rien. Et pourtant, c'est ça qui est excitant. On ne sait pas du tout ce qui va se passer demain et moi, je trouve ça cool en fait. Mehdi, tu nous parles justement du marché des grandes écoles. Pour faire un peu aussi le parallèle avec ta présentation au départ, qui est donner une chance à tout individu où il soit dans le monde d'avoir la possibilité de faire des grandes études. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la performance ou non du système éducatif français? On a tendance à le critiquer, mais moi je suis à moitié marocain et moitié breton, donc un truc qui se voit pas du tout. Sauf dans mon nom de famille, parce que Cornier c'est pas très marocain. Mais en fait, il y a un truc, je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en France. Le système marocain, vous avez beau. Moi, je suis un pur produit du système français. C'est-à-dire que je sors de nulle part. Mes parents, le soir, ils n'ont jamais acheté un seul bouquin de ma vie, mes parents. Enfin, il faut se rendre compte de ce genre de trucs. Et
bah, le système français va aider. Il y a des prépas qui coûtent 0 €. Il y a des grandes écoles. Bah, moi, j'ai eu l'aide de la fondation, ce qui m'a permis aussi de lancer la boîte. Parce que j'ai payé, au lieu de payer 40 000 € de frais de scolarité, j'en ai payé 17 000. Donc j'ai pu travailler en parallèle de ça en première, deuxième année pour financer tout ça. Et me dire, ok, donc je suis pas obligé de faire de l'audit de la finance pour avoir un gros salaire et rembourser mon prêt. Mais comme j'ai une fondation, bah, j'ai pu aider. Et en fait, on se rend pas compte que le système français, mais c'est une dinguerie. Enfin, faut vraiment voir par rapport à ce qui se passe au Maroc, etc. C'est incroyable, même par rapport aux États-Unis. Vous voulez faire l'équivalent de BSB aux États-Unis coûterait 40 000 $ par an. Aujourd'hui, BSB, c'est une dizaine de milliers d'euros. C'est incroyable parce que c'est des prêts qui se remboursent super vite. Ma sœur, elle était à l'université, elle a fait une grande école, elle a fait un MS à Schema. Le différentiel de salaire sera compensé en 1 an et demi. C'est incroyable. On se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui en France d'avoir des grandes écoles qui coûtent pas très cher. Et quand même, c'est toujours trop cher pour les étudiants, c'est vraiment pas cher. Et qui derrière ont des rentabilités pour soi qui sont incroyables. Et donc, le système français, alors oui, on peut l'améliorer. Et c'est ce qu'on essaie de faire par le truchement de l'orientation, par le fait de pouvoir permettre à plus d'étudiants d'avoir accès à ces grandes écoles-là. Mais ce système, il est quand même ouf. Et là, on veut se concentrer, et là, on pense qu'on peut avoir quelque chose à jouer. C'est dans le fait de permettre à tous d'avoir accès à ces grandes écoles. Mais le niveau d'ensemble français, alors oui, il y a les tests PISA, etc. Mais le niveau d'ensemble français, on est quand même un peuple de gens cultivés. Le collège, le lycée a un programme qui est... Alors oui, il n'est pas assez difficile pour tous les conservateurs qui ont connu les années 60, mais il est archi complet. Ça forme des jeunes qui ont un niveau d'aisance. Enfin, aujourd'hui, il y a la grande mode des années 2000 qui était de dire les jeunes ne savent plus écrire français. Bah franchement non. Enfin oui, les prépas, on est dans un cercle où on a l'impression que tout le monde sait très bien s'exprimer. Et pourtant, enfin n'importe où, enfin même à Trappes, non, les gens parlent très bien français. Enfin, je trouve que c'est tellement simple de dire que ça va pas, alors que il y a des choses qu'on peut améliorer. Et c'est la raison d'être aussi c'est pour ça qu'on fait de l'orientation vers les grandes écoles. Mais enfin, on a quand même une chance de dingue qui est d'avoir un système qui chaque année dépense des dizaines de milliards dans l'éducation de son peuple. Et ça, on le voit pas. On se rend pas compte de la chance qu'on a. On voit que ce qui fonctionne pas, mais ce qui marche est quand même dingue. Enfin, je sais pas si vous êtes là aujourd'hui, vous avez peut-être vécu l'école publique ou privée. Même les écoles privées sous contrat sont financées par l'État. C'est une dinguerie. Ça permet à des gens qui ont des projets pédagogiques différents, mais qui sont en accord avec les programmes, d'avoir une certaine éducation. C'est incroyable. On s'en rend pas compte. Et enfin, on a une vision un peu négativiste toujours du système de l'éducation française, mais il est où ce système? Et ça, on le voit pas assez. Et moi, je lui dois tout à ce système. Enfin, l'éducation nationale, si ça n'existait pas, si c'était mon père qui était parti au Maroc avec ma mère, mais j'aurais rien fait de ma vie. Enfin, j'aurais pas eu toutes ces opportunités-là. Et ça, c'est incroyable. Et franchement, il faut qu'on s'en rende compte aussi que c'est vraiment ouf. Enfin, on a vraiment l'impression que ça va pas, mais enfin, je trouve ça ouf. Merci pour cette belle dose d'optimisme. Et puis, après avoir évoqué la dimension comment on entreprend, comment on arrive à faire ça en parallèle de ses études, le développement de ton entreprise, aujourd'hui, on souhaitait aussi avoir ton avis un petit peu sur quelque chose qui nous est cher à l'école, c'est-à-dire la notion de Lead for Change, d'accompagner aussi le changement et de former nos étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers qui ont cette dimension de responsabilité sociale, sociétale, etc. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux partager aussi avec la salle les qualités qui font pour toi un bon acteur du changement? Bah, déjà, en fait, il y a quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que en tout cas, la vision qu'on a en interne, c'est une vision très... on parle beaucoup des qualités de change, etc. Pour autant, on doit être meilleur que tous les autres concurrents dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un business RSE, égalité de chance, et nous d'ailleurs, RSE, on ne l'emploie jamais parce que pour moi, c'est ouf qu'il y ait un terme pour parler de ce qui doit être la norme en fait. La RSE, c'est la base du fonctionnement humain et le business devrait reposer autour de la RSE et non l'inverse. Mais bon, ça après c'est un débat qu'on pourrait avoir. En revanche, le côté business, RSE, etc. ne doit pas vous oublier, c'est peut-être aussi pour ça que BSB initie ce cycle de conférences, c'est que vous devez être des monstres en business, vous devez être des killers en business, parce que le problème aujourd'hui, c'est que la RSE renvoie parfois une image un peu gentille, guillerette, etc. Mais le truc, c'est que la RSE est la base du business et ça n'empêche pas qu'il faut être des tueurs en business. Et c'est pas parce que derrière, on vous parle de RSE que d'un coup, nous par exemple, la finance, c'est un secteur qui nous passionne parce que la finance, c'est un secteur où la RSE n'existe quasiment pas. Ça va être des plaquettes en mode regardez, on finance plus d'usines à charbon en Australie. Ouais, très bien. Et derrière, vous continuez à mettre des crédits à 20%. Mes parents étaient fichés Banque de France, donc je connais très bien l'expérience des trucs où tu vas faire tes courses au Lidl pour 50 balles, tu vas prendre 15 balles d'agio. Enfin, c'est incroyable. Ça parle de RSE,
Et derrière, enfin, il n'y a rien. Et c'est la base du business et vous devez être des killers sur ces business-là tout en ayant cette idée-là. Et c'est pour ça que je trouve que, enfin, je me répète encore, mais c'est le rôle d'une grande école comme BSB de dire à ses étudiants, ouais, vous pouvez faire du biz, vous pouvez... et même, il y a même des étudiants dont la principale motivation, c'est d'être dans le palmarès des 500 fortunes de challenge. Peut-être, mais qu'ils le soient sans écraser les autres, qu'ils le soient en gardant leurs valeurs. Et ces valeurs-là, on les a souvent quand on a 20 ans. Mais par contre, moi, je voyais en son première, deuxième année d'école, quasiment tout le monde a ses valeurs. La césure arrive, les gens vont aller dans des secteurs où la principale mesure de la réussite de leur business, c'est si tu es sales, combien de CA t'as ramené, si tu es en mission dans un cabinet de conseil, combien de jours on a réussi à te vendre, est-ce que le client a aimé ton profil, est-ce que le client a aimé tes missions, est-ce que le client a re-signé après que tu sois venu. Ouais, très bien, mais sauf que du coup, en troisième année, en dernière année, souvent, les écoles du coup ont des spé qui deviennent très focus business et oublient ces côtés d'enseignement RSE. Et pour moi, c'est vraiment le rôle d'une grande école de se dire, ouais, vous êtes des killers en business, mais n'oubliez pas les valeurs que vous aviez quand vous aviez 20 ans et que vous étiez en première, deuxième année. Et ça, c'est un truc sur lequel les écoles doivent beaucoup travailler. Parce que l'aspect, c'est génial, mais l'aspect, c'est souvent l'oubli de la RSE. Et ça, c'est vraiment important que les projets développement durable ne soient pas cautionnés aux premières, deuxième années, parce que c'est le plus simple à organiser. Chaque majeur a son calendrier différent, ils vont faire un événement d'école. Bon, on réunit tous les premières, deuxième année, c'est simple. Et en troisième année, tout le monde oublie ça. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une plaie. Et il faut vraiment que les valeurs que vous avez aujourd'hui, vous ferez du business peut-être dans 10, 15, 20 ans, que vous les conserviez. Et si vous arrivez déjà à ça, c'est ouf. Mais en fait, très peu de gens les conservent. Voilà. Et en parlant des intervenants justement dans les conférences qui sont à BSB, est-ce qu'il y a eu des game changers ou des game changers qui t'ont inspiré ou qui continuent toujours de t'inspirer actuellement? Là, c'est ça. Ceux-là ou d'autres? Ouais. En fait, il y a des trucs qui sont... par exemple, sur l'anti-vision négative de tout ce qui se passe, il y a un type que j'aime vraiment bien, c'est Laurent Alexandre. Alors, je suis pas du tout d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Ce mec est archi polémique. Sur Twitter, il a dit si tu veux avoir 20 000 abonnés, tu tweets 2 fois par jour des trucs archi polémiques et tu les as. Bon, il les a eu même beaucoup plus aujourd'hui. Mais ce type dit le changement climatique, il existe. Pour autant, on ne doit pas faire en sorte que toutes les entreprises soient vues comme étant la cause de ça, parce que c'est ces boîtes-là qui vont aussi apporter la réponse de demain. Et c'est pas la vision de la décroissance, de dire ce matérialisme ambiant qui est de dire ouais, il faut faire un enfant max, sinon vous polluez la planète et tout. Enfin, je trouve ça vraiment nocif comme lui. Et je trouve qu'il réussit à travers son discours qui est très cash, parce qu'il faut être aussi provoquant. Pourquoi Éric Zemmour, tout le monde parle de lui aujourd'hui? Parce que ce mec réussit à cliver la société, ce qui est ouf. Et Laurent Alexandre le fait, sauf que derrière, il le fait à travers des prises de position qui sont absolument... il va dire qu'aujourd'hui, un ouvrier spécialisé dans une usine automobile vit mieux que Louis XIV. Il a raison, mais le truc, c'est que, oui, tu dis ça, t'es vraiment polémique. Mais lui, il va que dans ce genre de positionnement-là, et ça fait parler de lui, et pourtant, il a des idées ouf. Après, Adrien Aumont, j'ai fait un podcast sur lui il y a 2 jours, c'est Le Wagon, le podcast, je vous conseille aussi. C'est-à-dire que lui, il est dans le monde du financement, mais il se dit, pourquoi pas donner le pouvoir aux gens de financer les projets qui les intéressent directement, sans intermédiation abusive. C'est aussi une bonne idée. Et je trouve. Voilà. Après, ceux qui m'inspirent vraiment, ce sont ceux qui ont cette vision très radicale du travail. C'est-à-dire que c'est très bête, mais ouais, on va parler de ma vie privée ou pas? C'est que j'ai eu du mal à être en couple en école parce que je passais ma vie à taffer. C'est un truc de fou. Mais du coup, je me suis dit, pendant que je suis en école, je bosse à fond et je me disais même, ouais, entre être en couple et taffer, mais je choisis de taffer parce que c'est là où il faut être chaud. Et vous allez voir plein de mecs aux États-Unis qui ont réussi. Bon, Zuckerberg, il avait déjà sa copine avant, donc il était bien. Vous allez voir Mark Cuban. Mark Cuban, il a dit jusqu'à mes 25 ans, entre une fille et mon business, je choisissais mon business. Bon, après 25 ans, il a choisi les filles. Après, vous allez voir, mais c'est toujours cette idée de se dire, je me donne à 100%. C'est-à-dire que nous, à Station F, il y avait un truc de malade. On arrivait vers 9h30, 10h. On était dans la première moitié arrivée. Par contre, le soir, je partais très souvent. Alors, quand j'étais sur une journée assez légère, je partais vers 20h. En revanche, je pouvais partir un vendredi soir à 3h du matin. Mais il n'y avait plus personne parce que les gens ne se battent pas pour réussir. C'est incroyable. C'est-à-dire que les gens disent créer des boîtes, mais à 18h, ils sont tous au bar, à la Felicita, etc. Les petits trucs que vous connaissez si vous êtes à Paris. Ils se passent leur vie dans des bars à tchatcher la terre entière, à dire je suis entrepreneur, MDR. Mais non, entrepreneur, mais vous devez jamais le dire à vos potes parce que vous devez tellement en avoir marre de votre boîte quand vous voyez vos potes que vous n'avez jamais l'idée de parler de votre business.
Enfin, moi, quand j'avais mes potes ces 3 dernières années, je voulais jamais parler de mon business parce que j'en avais jusque là. Enfin, je travaillais à fond. Et ces mecs comme Elon Musk, Peter Thiel, tous ces mecs-là qui ont Gary Vaynerchuk aussi, si vous écoutez ce podcast, lui il exagère un peu, il disait entre mes 20 et 30 ans, j'ai pris 12 jours de vacances et tout. Bon, moi j'en prends beaucoup plus quand même, et j'en prends beaucoup plus à partir de maintenant. Mais enfin, ces gens qui ont une vision très radicale, en général, ils réussissent assez souvent parce qu'ils savent qu'il faut se donner à fond. Et du coup, si vous donnez à fond avec une démarche RSE, bah, c'est encore mieux, quoi. Alors justement, avant tu disais que fallait pas forcément écouter les mentors, que tu voulais vraiment foncer quand tu as débuté. Est-ce que malgré tout, tu as quand même eu des gens qui t'ont inspiré et qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu dans ton projet? Bah, j'ai eu un prof à HEC qui s'appelle Étienne Krieger, qui était vraiment bon. Donc lui, c'était vraiment celui qu'on voyait très souvent. Ensuite, on a réussi à transformer l'écosystème de l'enseignement supérieur en mentor. C'est-à-dire que, par exemple, on a réussi très rapidement, par exemple, à être pertinent aux yeux des DG, ce qui font que très souvent, on va parler aux DG directement. Et ils nous donnent leur vision de marché. Et nous, c'est incroyable. On a la vision de marché de types qui pilotent toutes ces boîtes-là. Je suis dans des yeux très proches de plein de DG et c'est eux qui, in fine, nous mentorent. C'est nos clients qui nous mentorent. Parce que nos clients, on va monter plein d'opérations avec eux. Ils vont dire ce qui va pas, ce qui va avec d'autres médias, ce qui va pas. Et nous aussi, on a pris le parti pris dès le début avec Dimitri de dire en fait, on n'a pas envie de faire de la prospection. On n'a jamais démarché un seul client. C'est toujours les clients qui viennent à nous. Pourquoi ? Parce qu'on voulait toujours être dans une logique d'expertise. Et nous, quand on va voir nos clients, il y a une prestation limite de conseil qui est incluse dans tout ce qu'on fait. On va voir ce qu'ils font ailleurs. On va leur dire tiens, là, avec tel truc, c'est pas dingue. Là, ouais, c'est cool. Enfin, on va avoir aussi cette dimension. On pourra se rappeler des réunions au bureau avec Sandrine où on a passé en revue des tonnes de trucs, on voyait plein de choses. Et je me suis dit, en fait, dès le début avec Dimitri, on s'est dit, mais en fait, nous, on est nuls en commercial. Demain, si je devais prendre un mec pour travailler sur la marque employeur chez moi, ce serait pas moi. Hein. Moi, j'arrive pas à vendre, je suis nul. Enfin, je parle trop vite, je suis pas, voilà, je suis pas du tout fait pour vendre. En revanche, on a une démarche où on a pris notre expertise et on a réussi à faire en sorte que l'écosystème nous mentore. Et ça, c'est vraiment cool parce que, en fait, ce sont nos clients qui nous mentorent, qui vont aussi nous dire tiens, là, nous, on était historiquement sur la prépa, les clients ont commencé à nous partager leurs problématiques sur les AST, sur les bachelors, sur ce genre de choses-là, et nous, on a appris plein de choses avec eux, parce qu'ils vont nous permettre d'avoir accès à des fichiers autour de leur recrutement, etc. Et ça nous donne une expérience qui est colossale. Enfin, on s'en rend pas compte, mais on a une asymétrie d'information sur le marché, peut-être par rapport à d'autres, qui est dingue, parce que nous, on prend le temps pour chacun de nos clients. Déjà, là où d'autres médias comme l'étudiant, etc., on bossait avec 500 clients, nous, on bosse avec une dizaine de clients et on bosse vraiment à fond avec eux, pas plus. Parce qu'on a le temps du coup de très bien connaître chaque client et chaque client est notre mentor en fait. Et donc voilà, Étienne Krieger, des clients. Et après, par contre, on n'a pas cherché de mentor en mode le mec qui a vendu sa boîte pour 200 millions, etc. Non, ça on n'a pas. Enfin, on n'a pas cherché. Après, tiens, par le hasard d'une rencontre, on a fait un tournage pour l'EC Clermont avec un type qui s'appelle J. Chetla, qui a fait une boîte qui s'appelle Sticky Ads TV dans le B2B. Et en fait, c'était une boîte qui mettait des pubs sur MyTF1, Plus, etc. Personne ne faisait ça à l'époque. Et donc lui, au lieu d'attendre 10 secondes de pub, ça s'enclenchait directement parce qu'il y avait un système d'enchères. Et lui, j'ai rencontré lors d'une interview que j'ai faite pour l'EC Clermont, où j'étais dans le rôle du mec qui fait sa petite vidéo avec sa petite caméra, coucou, c'est moi et tout. Et on est devenus vraiment potes. Après, il m'a dit ouais, j'ai une demi-heure, en fait 2h30, on était encore en train de parler ensemble. Et lui, il a vendu sa boîte pour 100 millions de dollars et créé un truc dans l'éducation. Et aussi paradoxal ça puisse être, c'est mon mentor sur tout le côté croissance, recrutement, etc. Et lui, comme il est issu du monde de la pub et qui va dans l'éducation, moi, je peux pas dire que je suis son mentor, mais je l'aide à comprendre des enjeux éducatifs, à savoir à qui parler, etc. Et du coup, on s'aide comme ça, on se voit très souvent. Et d'ailleurs, tu regardes la vidéo, je le salue, mais c'est vraiment, voilà, c'est sur le fait que ça s'est fait. Mais on n'est pas à la recherche de mentors, par exemple. Mehdi, tu viens de parler de croissance, entre autres, de levier de croissance. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à, pourquoi pas envisager une levée de fonds ou est-ce qu'on t'a déjà approché pour ça ? Alors oui, sur les levées de fonds, on a, vu les comptes sont publics, parce qu'on dépose nos comptes, c'est une obligation légale que d'ailleurs pas tout le monde fait. Forcément, des gens vont voir les comptes. Alors, je vais être super transparent. Première année, l'année après BSB, on a fait 180 € de chiffre d'affaires. On avait gardé 55 en résultat net, donc ce qui était assez important. Deuxième année, on a fait 454 000, on a gardé, je sais plus, 100 et quelques mille en résultat net. Et du coup, pour les fonds, il faut une trajectoire de croissance qui est rentable. Et ça, les fonds passent leur vie à avoir des stagiaires qui vont sur des bases et du coup, on se fait contacter par des tonnes de fonds. Sauf que pour l'instant, on a toujours dit non. Alors, je dis, on en a recruté quelques-uns, mais l'approche n'était pas du tout celle qu'on kiffait. C'est-à-dire que
fonds spécialisés sur l'éducation, dont la première approche c'était vraiment pourquoi vous êtes là pour faire du cash. Enfin non, genre, je me lève pas le matin pour faire du cash pour un actionnaire extérieur. Je me lève le matin parce que j'ai envie de faire des trucs qui me font triper et qui aident les autres et que c'est un business et je kiffe aussi le business aussi tout simplement quoi. Et de l'autre côté, on a eu cette approche là donc assez maladroite parce que on n'est pas du tout dessus. En revanche, si demain, je sais pas, il y a des fonds RSE qui se montent et qui sont vraiment RSE. Si demain un fonds RSE vient nous voir et nous dit je vous file le temps pour accélérer en échange de temps, si la vision est alignée, je m'exclus pas de lever des fonds. Mais aujourd'hui, la configuration de marché est telle que je n'ai aucune envie de lever des fonds. On est rentable. L'an passé, on a fait 1 million de chiffre d'affaires. Cette année, on devrait faire 2 fois plus. Et l'an passé, l'effectif moyen pour faire 6 millions de chiffre d'affaires, c'était 5 salariés en moyenne sur l'année. Donc, en gros, c'était 2 au début de l'année et 8 à la fin. Donc, sur l'année, on était 5 en moyenne. On a fait 1 million de chiffre d'affaires, donc c'est super rentable. Et derrière, on investit tout ce qu'on gagne, on l'investit dans la croissance. À tel point que, 4 fois dans l'histoire de la boîte, la trésorerie contenait moins de 500 euros. Parce qu'on a toujours tout réinvesti. Il y a même des moments où en fait, moi, je paye qu'en dividende, je prends pas de salaire d'ailleurs, parce que je trouve ça rigolo de pas avoir un truc qui vient à la fin de chaque mois, mais de me dire, en fait, je me paye que si la boîte marche. Et comme on veut pas lever de fonds, si la boîte marche pas, il gagne pas d'argent, j'ai pas de salaire. Au moins c'est cash et ça donne envie de bosser. Et du coup, c'est des moments où, par exemple, on n'avait pas encaissé quelques clients il y a peut-être 12 mois. À un moment, dans les comptes de la boîte, il restait, je sais pas, 300 euros. Et du coup, j'ai dû remettre en perso. Je disais à Dimitri, ouais, s'il te plaît, ton salaire ce mois-ci, tu le mets, tu le mets en avance en compte courant d'associé. Parce qu'il n'y en avait plus rien. Et du coup, maintenant, on fait plus ça parce qu'on a pas mal de liquidité de réserve vu qu'on a été rentable et qu'on investit prudemment. Et aussi, entre-temps, il y a une responsabilité aussi que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une équipe de 13. C'est une dizaine de familles qu'on fait indirectement vivre aussi, parce que chaque mois, on paye des salaires à des gens qui ont des enfants, qui achètent leur appartement, qui se donnent à fond pour nous. Et par contre, là, on n'est plus aussi tête brûlée qu'avant. C'est-à-dire que là, on n'est plus en mode, oh tiens, on va investir à fond en acquisition, il restera 500 euros, et puis à la fin du mois, on dira, votre salaire, on le payera le 6 ou le 7 parce qu'une facture qui a été enregistrée. Là, on peut plus. Et du coup, si on pouvait le faire il y a 1 an, 1 an et demi, maintenant, on ne peut plus. Et l'idée, c'est qu'on a aussi une responsabilité, déjà envers nos audiences, mais aussi envers les gens avec qui on travaille. C'est des gens qui se donnent corps et âme. C'est-à-dire que chez nous, la notion de 35 heures n'existe clairement pas, mais vraiment pas du tout. Par contre, on a télétravail limité et tout. Mais j'attends de tous les gens qui nous rejoignent dans l'aventure, qui se donnent à fond, parce que derrière, par exemple, les stagiaires, nous, on les paye pas 674 euros par mois, comme toutes les boîtes que vous pouvez, toutes les startups qui profitent des étudiants en fin de première année pour faire un stage dans les médias ou en startup. Nous, nos stagiaires, ils sont payés au minimum 1 000 euros net par mois. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet à ces effectifs, même si on stagiaire, les stagiaires ne le savent pas d'ailleurs. J'espère qu'ils ne regarderont pas la vidéo avant l'entretien, mais ils ne le savent pas qu'ils seront payés 1 000 euros net. On attend de voir déjà si le stagiaire est très motivé ou pas. Mais dans tous les cas, comme on a beaucoup d'offres, beaucoup de candidats, on trouve toujours un mec qui est très déter ou une meuf qui est très déter. Ça, c'est toujours le cas. On n'a eu que des stagiaires exceptionnels. Et en plus, si à la fin du premier mois, ils voient, en fait, c'est une boîte où on se donne à fond, où du coup, je fais pas 35 heures, mais en plus, je gagne 2 fois plus en net que ce que je pensais gagner avant. Pas loin de 2 fois plus, ils se donnent à fond. Et là, à la fin, on ne va pas hésiter. Je sais pas, les salaires font des très bons mois, on leur file 200 euros sur Amazon. On n'hésite pas à être très généreux et notre politique salariale est très au-dessus du marché aussi. C'est-à-dire on surpaye nos profils. Il y a une salariée, par exemple, je lui disais, tu exiges combien? Elle me disait, alors moi, en ce moment, je suis genre à 28, 29, j'aimerais bien 35 parce que voilà, je sais que ça peut être beaucoup et tout. Je dis, ok, en tête, j'avais déjà 37. Je lui ai donné 37. Et du coup, autant dire que cette salariée-là, elle a bossé, mais énormément. Et que les 2 000 euros de plus que je lui ai donné à l'année par rapport à ce qu'elle ambitionnait même elle d'avoir ont été rentabilisés 50 fois. Le salaire doit permettre à la personne qui travaille avec toi de pas te poser de questions en fait. C'est vraiment le salaire, c'est on est sûr qu'ils payent bien parce qu'on a des gens qui bossent vraiment énormément et qu'on a envie qu'ils soient concentrés sur leur travail et sur leur vie privée parce qu'ils ont quand même une vie privée à côté et que je vais pas demander à un salarié d'être présent non plus à 2h du matin avec moi et Dimitri le soir. Mais si c'est un salarié qui arrive à 9h et qui repart à 17h30 et qui compte 16h, etc., là, on y aura un problème avec nous. Parce que on considère qu'on est un peu dans le même bateau et que on regarde pas les horaires de travail forcément, mais on regarde vraiment l'envie et l'investissement. Et il y a tellement de trucs à faire que si à 17h30 tu penses que ta journée est finie, c'est que tu fais pas assez. Et c'est très cash. J'espère que l'inspection du travail ne regarde pas cette vidéo, sinon c'est pas ouf. Merci pour cette réponse très exhaustive. Alors pour résumer, tu as évoqué cette dimension être fonceur et donner le maximum et travailler dur. Et puis aussi respecter ses salariés en leur donnant un niveau aussi de salaire et de rémunération qui correspond à leur investissement et pour qu'ils puissent vivre correctement. Est-ce
que tu auras un dernier tips à donner à nos étudiants, futurs entrepreneurs ou futurs managers, dirigeants d'entreprise? Ah ouais, truc archi important. En fait, il y a un truc que vous devez absolument avoir de la manière la plus... Enfin, je sais pas comment dire ça. J'aurais pu clarifier mes idées. Attends, mais j'avais une idée, mais je sais pas si c'est le plus intéressant. Non, en fait, dans toute structure, nous au début, on pensait que on est une boîte, on est jeune, etc. Tout va être flat. En mode, on n'a pas envie de hiérarchie, on voit pas pourquoi les boîtes font ça, etc. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, déjà en étant 13, et ben en fait, c'est déjà plus flat parce que au début, l'entrepreneur, c'est celui qui va tout savoir de tout ce qui se passe dans sa boîte. Sauf que si on veut grandir, bah c'est plus possible. Je peux plus savoir ce que l'alternant qui est arrivé il y a un mois a fait cet après-midi. Sinon, il y aura un problème. Si en tant que dirigeant de l'entreprise, je suis là à toujours vouloir savoir ce que tout le monde fait, il y a un problème et on n'arrivera pas à scaler parce que moi, mon temps, peut-être que l'an passé, j'étais encore dans cette phase où je savais tout ce qui se passait dans cette entreprise. Aujourd'hui, bah, je ne peux plus savoir parce que j'ai tant de choses à faire. Aujourd'hui, bah, maintenant, je prends le temps de venir faire une conférence parce que je trouve que partager ce que j'ai fait sur l'entrepreneuriat peut être intéressant et c'était aussi parce que Sandrine m'avait invité. Voilà, et Romain aussi. Mais en fait, le truc, c'est que en tant que dirigeant d'une boîte qui grossit, aujourd'hui, on est 13, peut-être que dans un an, on sera 30. Et dans un an, bah, je serai encore moins au courant de ce que chacun fait. Aujourd'hui, je sais grosso modo ce que chacun fait à quel moment. Mais dans un an, si je suis encore au courant de ça, c'est que je suis un très mauvais manager parce que je dois vraiment faire en sorte de scaler, de faire en sorte que des gens en qui j'ai vraiment confiance puissent avoir des responsabilités et que j'ai plus besoin de passer derrière eux. Et vraiment, le conseil, c'est toute hiérarchie dans une entreprise sera forcément immuable. Et des boîtes toutes flat, ça n'existe pas. Même si on a cru au début. Et pour rester sur une dimension mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner sur le côté académique et vie à l'école, cette fois, avant d'être des futurs diplômés et d'être des futurs entrepreneurs ou intrapreneurs? Qu'est-ce que tu donneras à en un fait, étudiant? l'école, c'est vraiment la meilleure période pour entreprendre. Genre, vous avez aucun d'opportunités parce que vous n'avez aucun salaire. Vous avez des profs qui sont archi disponibles pour vous. En plus, vous avez la chance d'avoir Garden qui est juste à côté. Ça vous permet d'avoir des locaux. Je ne sais pas si c'est gratuit à 100%, mais c'est gratuit à 100%. Et si dans la quelques-uns qui se disent j'ai envie de créer une boîte, si dans les locaux il y en a quelques-uns qui se disent j'ai envie de créer une boîte ou même en vidéo, mais demain matin commencez, n'attendez pas de dire faut que je sois diplômé parce que pour l'instant je sais rien faire. Vous sacrifiez des soirées, vous sacrifiez quelques événements d'assaut, vous sacrifiez peut-être pas forcément tout, mais commencez parce que sinon vous avez énormément de regrets à la fin. Moi j'ai fait une majeure entrepreneur et j'étais interloqué, mais vraiment de manière incroyable, sur le fait que on était peut-être 4 sur 110 à déjà avoir une entreprise existante. Et du coup, les autres sont dans un cursus entrepreneur, mais on leur apprend à entreprendre. Sauf que les cours théoriques, en entrepreneuriat, c'est terrible, mais ça sert vraiment pas à grand-chose. Les cours d'entrepreneuriat, ça sert même, je dirais même, à rien. Ce qui sert, c'est la finance, le marketing, la stratégie. C'est tout ce que vous voyez à côté, toutes ces matières sur lesquelles vous dites ça me servira jamais. L'entrepreneur doit tout maîtriser de A à Z. La finance d'entreprise, vous devez être la comptabilité par exemple. Truc super chiant. J'ai galéré comme un porc parce que j'ai validé de justesse et tout. Pourtant, c'est le b.a.-ba de mon entreprise aujourd'hui. Si je ne m'étais pas bougé pour valider la compta à fond, aujourd'hui je serais piètre manager. Si aujourd'hui je ne maîtrisais pas les concepts de compta que j'ai vus en première année, je serais nul. Enfin, vraiment. Et c'est compta, finance, marketing, strat, tout. Et du coup, vous êtes dans un moment où ces connaissances sont encore fraîches. Profitez-en. Profitez du réseau de l'école parce que je sais pas, je vois qu'il y a plein de diplômés qui passent dans des boîtes de fous. Les diplômés de l'école, c'est un super moyen de rencontrer des gens et de se faire un premier avis. C'est là aussi qu'on peut trouver ses premiers clients aussi. On l'a pas fait, mais beaucoup de boîtes qui sortent de mon école font ça. C'est super parce qu'en plus, il y a de la bienveillance qui se fait entre alumni. Donc on a forcément, je sais pas, il y a un appel d'offres. On avait vu Anaïs du Petit Marseille dans un live il y a 2 ans. Et peut-être que si demain elle cherche une agence de communication digitale pour ses produits, le fait d'être un ancien pourra peut-être vous aider dans l'appel d'offres. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous aider. Et ça, vraiment, profitez-en à fond et commencez. Enfin, s'il y en a qui ont des idées de création d'entreprise, mais bougez-vous et commencez demain. Enfin, là, on est en octobre, même si vous êtes en dernière année, il y a le temps de commencer, d'itérer, de se rater, de réussir. Vous avez encore une longue année devant vous, au moins une. Et si ce n'est plus pour ceux qui sont encore en première et deuxième année. Et vraiment commencer le plus tôt possible. Moi, j'ai commencé en prépa, ce qui m'a permis de jamais avoir un stage ailleurs. J'ai jamais bossé pour quelqu'un. J'ai toujours bossé que pour mon entité. Et si vous êtes en première année ou deuxième année, donnez-vous cette ambition-là. C'est archi drôle. Vraiment de vous dire,
je fais pas de CV, je passe aucun entretien et je prends pas de salaire quand je pourrais parce que ça vous force à vous donner à fond et avoir cette logique vraiment de foncer et de pas vous ralentir et de pas passer votre temps à lire j'écoute ce podcast sur l'entrepreneuriat, ça peut être très cool. Un podcast, j'en ai pas mentionné, mais le gratin de Polylénio de Gémio, c'est un podcast ouf. Vous allez pouvoir avoir des mecs qui ont des parcours incroyables. Un mec, un ancien de l'armée qui est bodybuilder et qui vous explique qu'il a créé un cabinet de conseil. Première année, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, 35 millions. Troisième année, 60 millions. C'est incroyable. Et le mec, il dit moi, je minute ma vie comme une feuille à papier. Le matin, je fais 20 minutes de muscu. Je pars, je me lève à 6h30. Je fais tac, 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 tac. C'est un monstre, ce mec. Et c'est un ancien mec de l'armée, bodybuilder. Et il a créé sa boîte et il cartonne. Et écoutez aussi des trucs comme ça parce que ça vous motive à vous dire mais je crée ma boîte maintenant et j'attends plus parce que l'entrepreneuriat c'est tellement intense, c'est tellement c'est ouf et c'est une expérience qui vous change même si vous réussissez pas. Franchement, vous allez pouvoir voir que tout ce que vous voyez en école, c'est pas du bullshit. Déjà, ça c'est vraiment important parce qu'on a toujours cette impression que tous les cours qu'on fait en école, c'est du gros bullshit, mais pas du tout. Vraiment, quand vous allez être confronté à des clients et que vous avez oublié que votre client vous parle de trucs de marketing, vous dites oh le marketing c'est bullshit. Quand vous allez oublier des trucs de base qu'il vous expliquera et que vous passerez pour un nœud devant lui, vraiment c'est chaud. Donc vraiment, les cours de l'école c'est une aubaine de dingue, profitez-en et commencez le plus vite possible. Et en plus les profs, je pense qu'ils se tiendront de fou, l'administration aussi. Commencez. Demain matin, créez vos statuts, peut-être pas, mais bossez. Ouvrez votre compte Instagram, votre page Facebook, votre site internet, c'est super simple. Vraiment commencez. Merci beaucoup Mehdi pour tous ces bons conseils et ce témoignage à la fois inspiré et bien sûr inspirant pour nos étudiants. On va pouvoir, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont peut-être pas eu leurs questions de reprise, passer le micro à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On vous laisse lever la main, bien sûr. Sur tous les sujets, alors je me permets de le dire, j'ai une question que je n'ai pas osé de poser, Mehdi, c'est, je vais la reprendre, je ne sais pas qui l'a posée, une demoiselle j'imagine, es-tu célibataire? Non, je m'installe avec ma copine à Paris. Bien, félicitations. J'ai ouvert le bal, je vous en prie, chers étudiants. Question suivante. On a une question ici. Bon alors du coup moi je suis pas étudiant mais je me pose quand même cette question, c'est donc du coup tu accompagnes les étudiants pour choisir une bonne école. Est-ce que tu as déjà pensé à créer un espèce de système de label ou de notation justement des prépas ou même plus que ça? Ou est-ce que c'est un projet Ouais, en fait on avait pensé il y a 1 an et demi, on avait envoyé des fichiers. En fait on se disait qu'il y avait une nécessaire transparence dont on avait besoin sur le marché sur les frais de scolarité. Donc on avait créé un label et en fait on a vu que l'annonce même aux écoles qu'on allait créer ce label-là fait que toutes les écoles se sont alignées et ont été transparentes sur le fait de scolarité. Donc ça c'est la première chose qu'on avait faite. Après aujourd'hui, il y a des accréditations internationales qui existent pour les grandes écoles. C'est très bien fait et on n'a pas forcément envie de se lancer dessus. En revanche, un truc qui est assez incroyable, il y a un truc qui s'appelle il y a un seul acteur français qui classe par exemple les masters spécialisés. Vous avez classement master finance, classement master marketing, il n'y en a qu'un qui fait ça. Nous de base on déteste les classements, sauf que comme c'est la porte d'entrée, on parlait du SEO, c'est la porte d'entrée des étudiants vers ça, et comme le seul acteur qui fait ça fait n'importe quoi, et là on se dit on devra créer notre système de classement, même si c'est à contre-cœur, parce que sur le marché on fera forcément mieux, même si ça ne sera pas parfait, on fera forcément mieux que cet acteur de marché qui écrit n'importe quoi sur les formations. Vous pouvez voir sur les masters, je sais pas, master en finance, une école comme l'ESLSK qui n'a pas de reconnaissance de grande école classée devant HEC, 5 places devant par exemple. C'est incroyable. Et pourtant, c'est le seul acteur de marché à faire ça. Donc là, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Merci beaucoup Mehdi, merci pour cette présentation, merci de ta venue. Ah, une dernière question pour Aude. J'avais une question en tête avant et je l'ai oubliée en fait. Et maintenant, je m'en suis rappelée du coup. Le projet que tu as mené du coup au Togo, est-ce que tu aimerais refaire ça mais dans un autre pays peut-être ou un projet un peu différent mais toujours dans le même esprit? Quand on aura les moyens, oui. Après, il y a beaucoup de choses à faire avec Palimé. C'est-à-dire que là, on a construit une maison. Ils ont achevé de construire une bibliothèque la semaine dernière. Donc là, elle est en phase de séchage parce qu'ils ont fait couler le béton et tout. Et en fait, on se dit qu'on veut déjà avoir un impact de ouf sur une communauté pour voir comment le sport et l'éducation ça marche. Il y a une carotte, par exemple, t'as pas 10 à l'école, tu fais pas de vélo. Ça, c'est un truc qui est fou parce que du coup, tous les gamins ont 10 à l'école au moins. Et même maintenant, on est monté à 12 même pour que ça soit plus exigeant. Et ce modèle-là, on veut déjà voir sur une expérience comment ça se déroule.
Et donc là, c'est une expérience sur laquelle on investit à peu près, je suis très transparent, à peu près 30 000 € par an dessus. Et après, on regarde si on devient une boîte énorme dans 10 ans. Bah bien sûr, on a plein d'autres villes qui nous sollicitent aussi parce que en fait, pas mal de médias africains font des reportages sur ce qui est fait au Togo. Canal Plus Afrique, BBC Africa, etc. sont venus. Même la Deutsche Welle est venue hyper récemment. Donc c'est toutes les chaînes un peu panafricaines. Africa News arrive dans un mois parce que c'est une initiative qu'ils trouvent super originale. Et après, on a plein de dossiers, on a plein de gens qui nous contactent, etc. Il y a quelqu'un au Sénégal qui voulait faire ça autour d'un élevage fermier de poulets. On a plein d'idées comme ça qui nous viennent. Mais après, on attend de voir ce que ça donne. Et pour le coup, on se dit, voilà, on fait déjà un truc très bien pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et après, si ça marche vraiment bien et que notre business continue de grossir et qu'on a les moyens de financer ce genre de projet-là, mais ce serait ouf d'en avoir demain en Amérique latine, en Asie. Le sous-continent indien, c'est la zone la plus pauvre au monde. C'est incroyable d'avoir ça en Inde demain. Donc voilà, on regarde et dans tous les cas, ouais, c'est super motivant de se dire qu'on peut imaginer dupliquer ça à terme. Merci. Merci beaucoup, Mehdi. Merci. Et puis merci d'être venu m'écouter pendant 1h30. Et puis on va te laisser reprendre ton train parce qu'il faudrait pas le manquer. Après, on passerait une très bonne soirée à Dijon, mais j'imagine que tu souhaites rejoindre ta promise à Paris. Souhaites, toi. Merci à vous aussi. On vous retrouve donc pour les prochaines conférences à venir entre Pauline Legnaud, entre Yves Tirode. Merci. Bonne soirée à vous et à bientôt.